Much obliged, Your Excellency. The first speaker shall be taking 13 minutes. That is Emma. They shall be taking 12 minutes. Very well. Prosecution, are you ready to proceed? Very well. Please introduce yourself with your code and your name as a pleader. Okay. Thank you, Excellency. My name is John Paul Sifuma. John Paul Sifuma. Team code Ironbud. Ironbud. Okay. My co-counsel's name is Simran. Okay. Co-counsel will introduce herself. Thank you. The clock starts now. Thank you. Yeah. Your Excellencies, Judge President, may it please this Honorable Court, my name is John Paul Sifuma, as earlier introduced, and esteemed members of this Honorable Bench. We stand before this Honorable Court to address gross violations of international humanitarian law and international criminal law. Mr. Mengesha's conduct, following the situation in the Nagorian Heights, has led to the gross violation of the principles that I've mentioned. It is imperative to note, Your Excellencies, that the standard before this Honorable Court, the trial chamber of the African Court of Justice and Human Rights, is that of beyond reasonable doubt. And this informs the core of our prosecution's case, Your Excellencies, which is to show before this Honorable Court that Mr. Mengesha's conduct has violated these principles, and Mr. Mengesha should be held individually criminally responsible beyond reasonable doubt, Your Excellencies. With the leave of the bench, I wish to proceed to my substantive arguments. Very well, President. Thank you. With regards to the issue of the classification of the conflict and the applicable law, Your Excellencies, it is the prosecution's submission that the applicable law in question is that of an international armed conflict, and that the conflict in question is an international armed conflict, Your Excellencies. It is imperative to note, Your Excellencies, that the question of whether there was an armed conflict in the Nagorian Heights is not in contention. Neither is the question of whether the militia armed forces are an organized armed group. This leads me to the crux of my argument, Your Excellencies, which is that the Umorian government had overall control over the armed forces, making the conflict in question of an international character. Kazo, could you please move the mic closer to you and speak into it? Thank you. Am I audible? Okay. Thank you, Excellency. Continuing with my submissions, Your Excellency, it is a submission that by virtue of the meeting of the tenets of the overall control test established in the case of Prosecutor versus Tadic in the appeals chamber of the ICTY between paragraphs 98 and 141 of that case, Your Excellency, the overall control test has been met. Your Excellency, this test has also been enunciated in the case of Prosecutor versus Nalitilic under paragraph 183, Your Excellencies. And it involves the prosecution proving two main elements of this test. Firstly, as per the record under paragraph 5, we see the provision of military training, financial support, and even the provision of tactical information by the Umorian government to the armed forces. This, Your Excellencies, meets the first element of the overall control test, Your Excellency. However, it is also our duty to prove, Your Excellencies, that this support went beyond the mere provision of this operational assistance, which I'll do so in three main limbs.
Firstly, Your Excellencies, it is our submission that but for the provision of this assistance to the UNLOP forces, the military campaigns of the UNLOP forces will not have been possible, Your Excellencies. And it also speaks much, as we see under paragraph 1 of the record, that an underdeveloped country, which is UMO, is funneling its resources, Your Excellency, to the operations of an UNLOP of the UNLOP forces, an non-state armed group. This speaks to the level of control, Your Excellencies, that the Omorian government had over the UNLOP forces, Your Excellencies. Secondly, and in light of the case of Prosecutor versus Nale Tillage under paragraph 200, we see that the issue of whether the non-state forces or the state have a common objective. And in that case, Your Excellencies, the Croatian government with the HVO armed group had the same goal, which was the incorporation of the Bosnian and Herzegovina as into one Croatian state, Your Excellencies. And in this regard, we also see that the common objective, which is in the liberation of the northern province between the UNLOP forces and the Omorian government, Your Excellencies, speaks to the second element of the overall control test. And as such, Your Excellencies, it is our submission that the overall control test has been met and that the applicable law is that of an international character. Your Excellencies, with regards to the tactical information that was provided, it is also our submission that the tactical information provided by the Omorian government to the UNLOP forces enabled the UNLOP forces gain a military advantage over the Heradian forces, Your Excellencies, which further speaks to the level of control that the Omorian government had over the UNLOP forces, Your Excellencies, which speaks to the characterization of the conflict, and as such, Your Excellencies, it is our submission that the applicable law in this case is that of an international armed conflict, Your Excellencies. With the leave of the bench, I wish to turn to issue C, Your Excellencies. Counsel, you refer to the law of international armed conflict, but you have not addressed discourse as to what law that is. You're referring to it in general terms. Could you give us specifics? Thank you, Your Excellency, for your question. With regards to the matter of the consequence of laws in this particular respect, Your Excellencies, it is a submission that the conflict classification as an IAC establishes the contextual elements of the war crime that we're dealing with in this particular case, such as in the Rome Statute, Your Excellencies, where you see the provisions of Article 8.2a, Your Excellencies, needs that the conflict in question be an international armed conflict. This also influences the applicability of the Geneva Conventions, which in this case, in the context of an international armed conflict, all apply, Your Excellency. Counsel, you referred to paragraph 6, and we see there that the troops were withdrawn. Doesn't that mean that the control at some point ceased? Pardon your question, Your Excellency. Yeah. You referred to paragraph 6 of the fact Spartan, but we see that there's a point that the troops were withdrawn. All right, so there was no control in the situation. So doesn't that mean that the withdrawal of the troops by the minister, by Mengesha himself, means that the overall control at some point ceased? Your Excellency, the control of which I'm relying on is the overall control of the Omorian government towards the UNLOP forces, Your Excellency. In the conflict, Your Excellency, and as stated in the fact record, there is nowhere where the Omorian armed forces intervened in the conflict. Our chain of thought is that the support that the Omorian government gave to the UNLOP forces is what internationalizes the conflict, Your Excellency. Very well. Thank you. Turning to issue C, Your Excellency, it is our submission that Mr. Mengesha's conduct in evacuating the civilians constitutes a war crime enshrined under Article 8.2, under Article 8.2a, sub-Article 7 of the Rome Statute, and Article 28d, sub-Article A, Roman 7 of the Malabo Protocol, Your Excellencies. And to this, I'll address my arguments in three main limbs. Firstly, I will address the contextual elements of this crime. Secondly, I'll address the subjective elements of this crime, and I'll finally persuade this court to find that Mr. Mengesha is individually criminally responsible under Article 25, sub-Article 3A, Roman
sub-article 3A and B of the Rome Statute, and in the Malabo Protocol under Article 28N and Article 46B of the Malabo Protocol, Your Excellencies. Regarding the contextual elements, Your Excellencies, it is our submission that the nexus requirement as enshrined in the case of Prosecutor versus Ntaganda in the trial judgment under paragraph 731 has been met in this case. Following our earlier argument with regards to the establishment of the international nature of this conflict, Your Excellencies, it is our submission that Mr. Mengesha's conduct was so closely linked, Your Excellencies, that it was dependent on the international nature of this armed conflict, Your Excellencies. This leads me, Your Excellencies, to the second requirement of the contextual element, which is that the Northern Omorian civilians were protected persons under the Geneva Conventions. And as seen under paragraph 164 of the Prosecutor versus Tadic case in the appeals chamber, a protected person is one who finds themselves in the hands of the occupying power or the hostile party in this case. And as seen, Your Excellencies, in the record, the Omorian civilians have found themselves in the hands of the occupying power, which is the Heradian forces in this case, Your Excellencies. And as such, it is our submission that the Northern Province civilians, Your Excellencies, are protected persons by the Geneva Conventions. This leads me, Your Excellencies, to the subjective elements of this particular crime, which speaks to Mr. Mengesha's intent and knowledge, also in line with Article 30 of the Rome Statute, Your Excellencies. It is our submission, Your Excellencies, with regards to Mr. Mengesha's intent on the threshold of virtual certainty, which the ICC has recognized in the Lubanga appeals judgment between paragraphs 447 and paragraphs 450 as the rightful standard in interpreting the intent of the perpetrator with regards to the war crime. And in this case, Your Excellency, it is our submission that Mr. Mengesha was virtually certain that in his ordering, it will lead to the commission of the war crime, as we have alleged, Your Excellencies. Allow me to guide you to paragraph 11 of the record, Your Excellency, where we see the creation of the coercive circumstances that led to the movement of the civilians. While the evacuation might appear to be voluntary, Your Excellencies, we note that the ICTY in the case Prosecutor versus Nojelak between paragraphs 447 and 475, Your Excellencies, said that the term forcible should not be interpreted in a restrictive manner. And as such, Your Excellencies, we note that Mr. Mengesha, taking advantage of the coercive circumstances, such as the limitation of the objects indispensable for the survival of the civilians in the Northern Province, created coercive circumstances, Your Excellency, which negated the voluntary nature of the evacuation, Your Excellencies, which speaks to Mr. Mengesha's intent regarding the evacuation of the civilians. Well, Counsel, are you addressing us on issue 2 or issue 3? Issue 3, Your Excellency. What was the specific war crime in issue 2? Issue 2, Your Excellency, as my co-counsel will submit, we're submitting that Mr. Mengesha's... Your co-counsel will submit on issue 2? Yes, Your Excellency, I'm dealing with issue C. Yeah, just for guidance. So. Thank you, Your Excellency. Continuing with my submission, Your Excellency, it is our submission that Mr. Mengesha had the criminal intent that led to the commission of the war crime enshrined under Article H2A, sub-Article 7. Allow me now to delve into Mr. Mengesha's individual criminal responsibility under Article 25, sub-Article 3A of the Rome Statute. It is a submission that Mr. Mengesha... Counsel, you've been referring times without number to the Rome Statute, and we are before the International Criminal Law section of the African Court of Justice and Human and People's Rights. What's the relevance of the Rome Statute here? Thank you, Your Excellency. Pursuant to the record, this court, apologies, the parties to the conflict, Your Excellency, the states are parties to the Rome Statute, and this court can interpret or is mandated to interpret the Rome Statute, Your Excellency, and as such we are relying on it, Your Excellency. On which ground? On the grounds, Your Excellency, that the provisions of the Rome Statute and in line with the provisions of the Malabo Protocol and with the protocol establishing the African Court of Justice and Human Rights provides for the reliance on treaties such as the Rome Statute, Your Excellency. So why don't you then rely on the Malabo Protocol in the first place? Your Excellency, the Malabo Protocol is lacking insofar as the elements of the crime is concerned, and even, Your Excellency, insofar as the provision of the procedural requirements of the court, Your Excellency. Thank you.
Your Have 30 seconds discretionary time to wrap up. Thank you, Your Excellency. In light of my submissions, Your Excellency, it is our submission that Mr. Mengesha should be found beyond reasonable doubt that he is individually criminally responsible for the crime of deportation enshrined in the Rome Statute, following the reasons mentioned above. It is also our submission, in conclusion, Your Excellency, that the conflict in question is that of an international character. I would now like to cede the floor to my co-counsel, Ms. Imran Raja. Well, thank you. Counsel, before the clock starts running, please introduce yourself so that we take note of it. Much obliged, Your Excellency. My name is Simran Raja, and I stand here as the second counsel on behalf of the prosecution. I shall take the remaining 11 minutes of this honorable court's time in order to address you on the merits of issues B and D. Very well. Proceed. Your time starts running now. Judge President, esteemed members of the bench, we stand at a pivotal moment in our pursuit of justice, whereby the echoes of suffering of the civilians in the northern province demand a reckoning. The prosecution implores this honorable court. Counsel, just a minute. Clerk, could you pause the time, please? Pause the time for a minute. Can someone pause the time? Could somebody please fix the microphone? We can't quite hear clearly. Could somebody assist us with the microphone? Yes, please, because that one isn't exactly working. Yes, you could make use of that, because can't quite hear you. Thank you, Your Excellency. Is this better? It's not on, Counsel. Voila. Yes. Okay. Much better, much better. Thank you. Should I start again, or? Judge President, esteemed members of the bench, good morning. We stand at a pivotal moment in our pursuit of justice, whereby the echoes of suffering of the civilians in the northern province demand a reckoning. The prosecution implores this honorable court to recognize the grave implications of Mr. Mengesha's conduct and to send a resounding message that such actions shall not go unpunished. The time for justice is now. With the leave of the bench, I wish to proceed to my substantive issues. Thank you. Moving on to issue B, Your Excellencies, it is our submission that Mr. Mengesha is liable for the commission of the war crime of using starvation as a method of warfare, contrary to Article 8(2)b, sub-Article 25 of the Rome Statute, as well as Article 28(d)b, sub-Article 26 of the Malabo Protocol. The said war crime has four main elements to be proved. Firstly, that the perpetrator deprived civilians of objects indispensable to their survival. Secondly, that the perpetrator intended to use starvation as a method of warfare. Thirdly, that the conduct occurred in the context of an international armed conflict. And lastly, that the perpetrator was aware of the factual circumstances that established an armed conflict. I shall advance my arguments using three main limbs. Firstly, I shall address the contextual element of the war crime, which is that the conduct occurred in the context of an international armed conflict. Secondly, I shall then address the subjective elements of the crime. And lastly, I shall show that Mr. Mengesha is the correct person who is individually criminally responsible for the commission of the said crime. Moving on to my first limb, which is the contextual elements in question. The conduct occurred in the context of an international armed conflict, and as has been earlier submitted by my co-counsel, all the requirements of the overall control test as established in the case of Prosecutor versus Dusko Tadic have been met, and it is our submission that Mr. Mengesha's actions had a close nexus and were closely connected to the international character of the conflict.
Allow me to guide this honorable bench to paragraph 9 of the fact pattern, which show us that Mr. Mengesha's limitation of these essential items was to weaken the ALNOP forces. And that shows us that his conduct is directly linked to the international character of the conflict. I now wish to proceed on to the subjective elements of the crime. Firstly, that the perpetrator deprived civilians of objects indispensable to their survival. Objects indispensable to survival is defined under Article 54 of the Additional Protocol number 1 of the Geneva Conventions, which states that these are items such as foodstuffs, agricultural areas, and water installations. Now allow me to guide this honorable court to paragraph 9 of the fact pattern, which show us that entry of all essential items was limited into the northern province. Furthermore, Mr. Mengesha also limited the farming activities in the northern province. Furthermore, allow me to guide this honorable court to paragraph 10 of the fact pattern, which shows us that Mr. Mengesha further limited humanitarian aid that was to be provided to the civilians. And it is our submission that his actions are furthermore a direct violation of Article 33 of the Geneva Convention number 4, which states that civilians or persons shall not be punished for crimes or offenses that they have not personally committed. As we see here, his limitation of humanitarian aid was due to the fact that some civilians were allegedly providing this aid to the ALNOP forces. And while the defense may seek to hide behind the principle of military necessity, Your Excellencies, allow me to guide you to Article 59 of the Geneva Convention number 4, which shows us that in regards of facilitation of humanitarian aid, where military necessity is concerned, the occupying power may search the consignments or may reroute the assignments, but under no circumstances is this humanitarian aid supposed to be limited for the access of the civilians, Your Excellencies. And hence it is our submission that Mr. Mengesha deprived the civilians of objects indispensable to their survival. I shall now address... Council, I have a little question on that. Aren't you forgetting to mention that Mr. Mengesha was allowing support to enter the Northern Territories to the ICRC, and in this way could comply because blockades under international humanitarian law are not prohibited, no? Thank you, Your Excellencies. Sorry, Council. In addition to that, just a little bit question. You're linking Mengesha to the international armed conflict in this situation, but paragraph 8 states that it is the ANLOP that broke the ceasefire. Don't you think that Mengesha had the right to defend his area, his land, his people, and all the mechanism, the initiative he took was to defend the people? He wasn't the one who initiated the coalition. What do you say? Thank you so much for your questions, Your Excellency. I wish to address the first question, which is that Mr. Mengesha's, which we do not deny that Mr. Mengesha did facilitate some humanitarian aid to enter into the province. However, Your Excellency, pursuant to paragraph 10 of the compromise, we see that Mr. Mengesha limited this humanitarian aid when supplies in the northern province were inadequate. And allow me to guide this honorable court to Article 54, sub-article 3b of the Additional Protocol number 1, which states that even when blockades occur due to military necessity, such blockades shall not leave the civilians with inadequate supplies. And as we see in paragraph 10 and paragraph 9 of the fact pattern, the civilians were left with inadequate supplies and hospitals were not even able to treat these civilians, Your Excellencies. Moving on to the, if that has satisfied your question, I wish to move to the next question. And it is our submission that, once again, relying on Article 54, sub-article 3b of the Additional Protocol number 1, the prosecution is not denying that Mr. Mengesha has the right indeed to defend himself, Your Excellencies. However, his activities, the course of action he chose, left the civilians with inadequate supplies. And allow me to guide this honorable court to paragraph 1 of the fact pattern, which shows us that Ummo is already an underdeveloped country, Your
Excellencies, and his limitation of the essential supplies, and then furthermore his limitation of the humanitarian aid into the province has severely violated principles of international humanitarian law. Much obliged, Your Excellencies. With regards to the fourth issue, it is our submission that Mr. Mengesha is liable for the crime against humanity of severely depriving persons of their physical liberty pursuant to Article 7(1)(e) of the Rome Statute and Article 28(c)(1)(e) of the Malabo Protocol. Once again, I shall advance my arguments using three main limbs. Firstly, I shall address the contextual elements. Secondly, I shall address the subjective elements. And lastly, I shall address Mr. Mengesha's individual criminal responsibility towards the commissions of the crimes. The contextual element of this particular crime is that the attack must be of a systematic or widespread nature. And it is the prosecution's submission that Mr. Mengesha's actions of personally negotiating an agreement with Mada, which had the conditions of the internment of the civilians outlined, was a systematic nature, was an attack of systematic nature, pursuant to paragraph 2172 of the case of Prosecutor versus Ongwen, which states that an attack will be of a systematic character if it is enforced through state policy. And we see that his agreement led, first of all, to the forceful evacuation and deportation of the civilians into Mada. Furthermore, once the civilians arrived in the camps, persons under the age of 18 were compelled to work in factories which were producing ammunition that was then transported to the Herodian forces, which shows us that Mr. Mengesha's intent to, in regards to the deportation of the civilians was that so that he could gain a military advantage from this, as the ammunition was being provided to the Herodian forces, Your Excellencies. And hence it is our submission that the second and third element of the crime in question have been satisfied, as the conduct was in grave violation of international law principles. And furthermore, Mr. Mengesha was aware of these grave violations of the conduct, as we see that Mr. Mengesha was receiving bi-weekly reports of what was going on in the camps. And furthermore, Mr. Mengesha has also visited the camps 4 times. And hence it is our submission, Your Excellencies, pursuant to Article 25 of the Rome Statute, that Mr. Mengesha is liable with regards to issue B, firstly for ordering the limitation of the essential items into the northern province, and with regards to issue D, it is our submission that Mr. Mengesha is individually criminally responsible as an aider and abettor. And allow me to guide you to the case of Prosecutor versus Naltelich at paragraph 74 to 78, which states that one shall be liable as an aider and abettor, and if they apologies. Counsel, before you conclude on that, you talked about the compulsion to work and the age of the people that worked. Could you address us on why that is illegal for people above 17, as it says in the facts, and why you think it's illegal for them to work? You mentioned that Umar is a underdeveloped country, so is Marda. Thank you, Excellency. Counsel, your time is up, but we will give you a discretionary 1 minute to respond to the Honorable Judge's question and to give us your prayers if you have any. Thank you, Excellency. In regards to your question, it is illegal due to the fact that Article 90 as well as Article 40 of the Geneva Conventions number 4 states that while persons that are in internment can be compelled to work, they shall not be under the age of 18. And if I've satisfied your question, I wish to submit the prayers we seek from this Honorable Court, which is firstly, we would like this Honorable Court to find that the conflict in question is of an international character and that the applicable law is that of an international armed conflict. Secondly, we would like this Honorable Court to find that Mr. Mengesha is individually criminally responsible for the commission of the war crime of using starvation as a method of warfare.
Thirdly, would like this honorable court to find that Mr. Mengesha is liable for the war crime of deportation of the civilians. And lastly, it would like this honorable court to find that Mr. Mengesha is individually criminally responsible for the crime against humanity of severe deprivation of the person's physical liberty. Thank you, Excellency. Very much the prosecution for your submissions. The defense, are you ready? Counsel, before the clock starts running, please introduce yourself, your team with the code, and yourself, so that we note that. Much obliged to Excellency. My name is Emma Mokami. I'm from Team Code Ecrins. My co-counsel is Sam Gikundi. I shall use 13 minutes while my co-counsel shall use 12 minutes. Emma Mokami. Very well. Are you ready? Yes, Your Honor. All right, your clock starts running now. Greetings, Your Excellencies. My name is Emma Mokami, lead counsel for the defense. I shall use 13 minutes of this honorable court's time to address issues 1 and 2, which is a submission as the defense that indeed the law applicable to this conflict is the law of non-international armed conflict, and secondly, that the disruption of essential supplies did not constitute criminal offenses for which Mengesha is liable. With your permission, I shall proceed. Your Excellencies, today we gather to examine the actions of Mengesha, a leader who faced an immense challenge, balancing his responsibilities as a military leader, as well as his commitment in upholding international humanitarian law. We shall demonstrate before this honorable court that indeed, though his decisions were difficult, Your Excellencies, Mengesha was driven by his profound commitment to upholding international humanitarian law as well as the principles of international humanitarian law. I shall proceed on to our first submission. Your Excellencies, it is a submission as the defense that indeed the law applicable is the law of non-international armed conflict. According to the Prosecutor versus Tadic case of 1999, a non-international armed conflict refers to a situation of protracted armed violence between government authorities as well as organized non-state armed groups, or a situation where there is conflict between two non-state armed groups. And in this situation, it's a situation of protracted armed violence between a government authority and a non-state armed group. The prosecution has submitted before this court that it's an international armed conflict relying on the overall control test, Your Excellencies. However, they have failed to address the second element of the overall control test. They have submitted before us that indeed the states of Umar provided support, tactical information, and substantial sums of money to the Al-Nob group. However, they have failed to address the second element, which is the assistance or the involvement in the planning and the supervision of military operations. Your Excellencies, we see in paragraph 5 of the fact sheet that Dahomey is the one who was in charge of planning all group operations and issuing of orders with regard to operations of the Al-Nob. And that, Your Excellencies, clearly shows that the prosecution have failed to qualify the overall control test, and therefore we submit before this honorable court that the state of Umar was not involved in the conflict, and therefore it does not fall under an international armed conflict, Your Excellencies. Counsel. Yes, Your Excellency. Is involvement in planning and execution of operations an element in overall control test or effective control test? Much obliged, Your Excellency. It is an element required in the overall control test and also in the effective control test, Your Excellency. Much obliged. We shall proceed to prove before this court that the two conditions required in proving a non-international armed conflict are qualified. First condition is organization of the non-state armed group, Your Excellencies. In the case of Prosecutor versus Haradinaj, a case before the ICTY in the year 2008, it provided that non-state armed groups must possess
organization as armed forces. And the first condition is command structure. And that, Your Excellencies, we clearly see in paragraph 5 of the fact sheet, where we clearly see that there were 3,000 combatants, and all the combatants were divided into 4 brigades, and each brigade was led by a military commander who directly responded to Dahomey, Your Excellencies. And the second and third element is the ability to carry out military operations and the capacity to maintain the operations. And Your Excellencies, we clearly see the qualification of that in paragraph 5 of the fact sheet, where we see that the operations of the ALNOP were launched in the year 2001 and they ended in the year 2022, when after the death of Dahomey, as we see in paragraph 21 of the fact sheet. And secondly, they had the weaponry required to maintain the operations, as we see in paragraph 5 of the fact sheet, that they had weapons, ammunition, and military equipment obtained from the gangs in the Black Pit region, Your Excellency. That clearly shows that there was organization of the ALNOP. And the second condition which is qualified is intensity, Your Excellencies. Article 1, subclause 2 of Additional Protocol 2, Your Excellencies, places a lower threshold in order to exclude internal disturbances from the classification of a NIAC. And Your Excellencies, as per the case of Prosecutor versus Boskoki and Takulovsky, a case before the ICTY in the year 2008, paragraph 177 outlines indicators of intensity, and first is the number of fighters, second is the duration and the frequency of the conflict, third is the types of weapons used, and the number of casualties and displacement of civilians. Your Excellencies, we clearly see in paragraph 5 these 3,000 combatants involved in this conflict. Secondly, the duration, as per paragraph 5, Your Excellencies, the conflict, the operations of the ALNOP began in the year 2001 and they ended in the year 2022 as indicated in paragraph 21 after the death of Dahomey. Your Excellencies, that is a 21-year period. The other elements with regard to the type of weapons is in paragraph 5, where we see that the ALNOP had access to ammunition, military tactical equipment, Your Excellencies. And with regard to the number of casualties and displacement of civilians, we see that in paragraph 21 of the fact sheet, there was busing of 50,000 civilians, Your Excellencies, to the state of Madar. And that clearly shows that there was intensity with regard to the activities of the ALNOP, Your Excellencies. And with that, we seek to submit before this court that indeed the armed conflict between the state of Herad and the ALNOP constituted a non-international armed conflict, and therefore the law applicable is the law of non-international armed conflict. With your permission, I shall proceed to the second issue. Continuing, counsel, I still have a question. Even if we follow your argument that there was no overall control over ALNOP by Herat, yes, couldn't you then still argue that there is a continuation of the situation of occupation after 2015? Even if there was a disengagement of the armed troops, because Herat continued to control the borders and checkpoints and some essential means within the Northern Territories, and there I see quite a similarity with what the International Court of Justice has decided in its advisory opinion of July 2024 on Gaza. So how would you, the conclusion would then be that it's still in the law of international armed conflict would be applicable because it is still an occupation. Can you respond on that? Much obliged, Your Excellency. With regard to the control over the border crossings, we wish to submit before this court that the control of border crossings does not amount to effective administrative control, an element clearly required in the qualification of an occupation as per the DRC versus Uganda case. We wish to submit before this court that the control of border crossings was a security necessity, and I'll refer this honorable court to paragraph 10 to page 10 of the fact sheet, where we see that indeed the state of Herad is a landlocked country, and therefore we submit before this court that the state of Herad had legitimate reasons, Your Excellency, to heighten its security protections, and that's why there was a reason as to the need to maintain border control, Your Excellencies, because of the security threats posed by its landlocked nature. I shall proceed on to our second issue, Your Excellency.
where it is our submission as the defense that indeed the disruption of the essential supplies did not constitute criminal offenses for which Mengesha is liable, Your Excellencies. Article 30 of the Rome Statute, Your Excellencies, requires that there be proof of criminal liability for the proof of intent for there to be criminal liability. And in this case, the defense submits before this honorable court that the prosecution has failed to prove the requirement of an intent beyond reasonable doubt, Your Excellencies. I wish to refer this honorable court to paragraph 6 of the fact sheet, where we will demonstrate before this court that the actions ranging from the disruption as well as the blockade were necessitated by the security threats that were posed to Herad by the Alnop. In paragraph 6 of the fact sheet, we see that the state of Herad had already withdrawn and had concluded the ceasefire, Your Excellencies. However, we see in paragraph 8 of the fact sheet that the Alnop chose to dishonor the ceasefire agreement, Your Excellencies, and they went to the extent of entering the borders of the state of Herad. And therefore, Your Excellencies, that posed a great security threat to the state of Herad and necessitated their actions, which included disruption of supplies in order to weaken the position of the Alnop, Your Excellencies, who were a great threat to them, Your Excellencies. That Alnop crossed into Herad. Much obliged, Your Excellency. Indeed, we see that. I shall refer this honorable court to paragraph 8 of the fact sheet. I shall read in verbatim. On 17th January 2018, the group broke the ceasefire of February 2015 and launched a surprise military offense to take control from Herad of the land crossings at the borders. Alnop also attacked military objectives in parts of the Heredian territory that were near the international border with Umor, Your Excellencies. That clearly indicates before this honorable court that indeed they went to the territory of the Herad, Your Excellencies. After establishing that indeed they posed a great security threat and the actions were necessitated by military necessity, I shall also seek to refer this honorable court I shall seek to refer this honorable court to the International Humanitarian Law Comprehensive Guide of the ICRC, page 96, which states that the prohibition of starvation as a method of warfare does not prohibit sieges, naval blockades, and embargoes that cause starvation as long as the purpose is to achieve a legitimate military objective and not to starve a population. Further, Your Excellencies, it states that at the same time, the prohibition of starvation implies that the besieging party must permit free passage of humanitarian relief. And we see in paragraph 9 of the fact sheet, Your Excellencies, that indeed it provided humanitarian relief once every 4 months. And with regard to the blockade that was instituted in paragraph 10, Your Excellencies, we wish to submit before this court that it was out of military necessities, Your Excellencies. Yes, Your Excellency. Thank you. I just wanted to to get your remarks from you. Yes. Regarding the extent. You know, you say the humanitarian aid came in every 4 months. This is an underdeveloped state. So imagine you get aid every 4 months. So they come today, and then after 4 months you get that aid again. So 4 months, it's not enough, of course, you know. So the extent. And also you mentioned about the military necessity. I would like to refer to you to the applicant submission regarding that. You see, they say, of course, Mengesha had the right to defense, but the extent, we see that the retaliations that it did destroyed over 50% of civilian residences. So what do you say about that? Didn't he throw things out of proportion? Can respond to the honorable judge's question and then wrap up. Your time is up. It will give you an additional 30 seconds to wrap all that up. Much obliged, Your Excellency. Because the defense submit before this court, indeed that the restriction on humanitarian relief was once every 4 months. But we see clearly in that paragraph that there's no limitation as to the quantity that would be supplied once every 4 months, Your Excellencies. And hopefully I have answered your question, Your Excellency.
I shall now conclude our submission, and it is our prayer as the defense that this court finds that the law applicable to this conflict is the law of non-international armed conflict, and Mengesha is not criminally liable for the disruption of the essential supplies to the northern province, Your Excellencies. I shall cede the floor to this honorable court. Your counsel, are you ceding the floor to us or to your co-counsel? Pardon me, sorry, to my co-counsel. Very well. Yeah, we almost thought you were yielding, but thanks for the clarification. Counsel, please introduce yourself for the record. Much obliged, Your Excellencies. As I introduced, my name is Samuel Gukundi, coming second counsel for the defense in the matter of prosecution versus Mengesha. Your Excellencies, we sit here today to determine and even... Oh, sorry. Thank you. What was the time allocation? Right, 12 minutes. Much obliged. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellencies, we sit here today to look at a very sad situation. A situation of whereby we see once again Jesus being crucified. We see once again somebody who loves the nation being taken to the cross for just being able to sit and try and help and just adhere to the international humanitarian law principles, Your Excellency. Neutral, so apologies, Your Excellency. I was doing so historically. I was doing so historically. Much obliged. We see that Mengesha, the prosecution, has come here to try and prove and try and lead this court with philosophical essays in regard to the criminal liability of Mengesha when it comes to the matter of the third and fourth issue, that is the removal of civilians from the northern province to the state of Madar, and also the treatment of the civilians from the northern province in the camps of Madar. Your Excellencies, I shall be submitting before this honorable court on the third and fourth issue, and we shall be trying to show this court that Mengesha is not criminally liable when it comes to the regard of removal of civilians from the northern province to the state of Madar, and also in regard to the treatment of civilians in the camps of Madar, Your Excellencies. Your Excellencies, yes. I know you're running with time, but try and slow down. Much obliged, Your Excellencies. Your Excellency, I shall move to the third issue. It is our submission as the defense that Mengesha is not criminally liable for the removal of civilians from the northern province to the state of Madar. Your Excellencies, before even I continue with this issue, I shall refer to the case of the Drodevich appeals judgment, which noted that the prosecution is required to prove the elements of any crime beyond reasonable doubt. Your Excellencies, in this regard, the prosecution has failed to show us they have failed to prove beyond reasonable doubt the crime of war crime in terms of deportation before this honorable court. Your Excellency, the issue that is there when it comes to deportation was an issue of consent that has been raised time and time again. The prosecution failed to show us that there was lack of consent. Your Excellencies, I will refer us to paragraph 14 of the fact sheet, Your Excellencies, where we are able to see that approximately 50,000 civilians living in the northern province showed up and were transported via bus to Madar. Your Excellencies, I will take us back to what led to this. Mengesha in paragraph 11 makes an announcement, and the announcement is very key for us to look at the details of what he says. I will read in verbatim. It says that he made a televised announcement informing his plan to launch a substantial area counteroffensive, Your Excellencies, against the LNOP to break the deadlocked front lines. He then says, after recalling in his speech, he says that the importance of assuring the security of the civilian population of the northern province. Your Excellencies, up to that point, we see a man who is concerned. A man who is concerned of the civilians in this place. Because he states clearly that ensuring the security of the civilian population, and he continues to say that a temporary and emergency evacuation of part of the civilian population, Your Excellencies, from the province to avoid potential civilian casualties from the attacks. This is what he was trying to bring, Your Excellencies. According to Article 49 of the 4th Geneva Convention, Your Excellencies, we can see clearly that it provides an exception when it comes to the issue of forced displacement or deportation, and gives
as another leeway of evacuation, Your Excellencies. It provides this, that the occupying power may undertake total or partial evacuation of a given area if the security of the population or imperative military reasons so demand, Your Excellencies. In this regard, we can see that Mengesha took note of the security reasons first of all, and this is why it clearly states and says the security of the civilian population of the northern province. He notes it in his speech, Your Excellencies. And when it comes to the issue of military reasons, we can see it clearly because they were planning to launch a substantial aerial counteroffensive, Your Excellency. Your Excellency, according to military terms, the counter-offensive or the aerial is whereby the military comes with aerial offensive measures, Your Excellency. And in this regard, he took note of it. And you see clearly in his announcement down there in paragraph 11 that he makes a statement that is very important, that we stress that this evacuation is completely voluntary and will take place in the upcoming 48 hours due to the incoming start of our military operation. Your Excellencies, up to this point, we can see that Mengesha substantiated and proved that there was a military reason for him to evacuate the civilians and also for their own security. First of all, we do not deny that there is an armed conflict. I believe that is still our stand as the defense, that there is an armed conflict and the security of these civilians is very key. Yes, Your Excellency. On that issue of temporary, you say it was voluntary, but could you address the possibility that many people agreed to evacuate because they were promised that it would be temporary, and then the period that they took in internment in relation to the period that they promised they would be away? Council, related to that, Much obliged. related to that, you're talking about voluntariness, and if I refer you to your client's speech that you just read, Yes. the last part of that speech, your client says that electricity, cooking gas, water, and food supplies will not be restored to normal until the conflict ends. So, is it still your position that it was voluntary if indeed, had you stayed, you didn't have access to essential services that you would need to survive? Much obliged, Your Excellencies. I shall respond first to the first question from Your Excellency. In regard to the issue of temporariness, this is a provision of international humanitarian law that any deportation or any kind of evacuation then should be temporary but not permanent. And so therefore Mengesha in this regard was just making the civilians aware of their own rights. We clearly see that the motive is right. Also in regard to the issue of the statement that he makes, Your Excellency, Mengesha was just telling and informing the civilians in regards to the situation that was already there. And he does not say that it shall be any worse. He's just saying that the normality of the same because of the armed conflict may not go to normal, Your Excellencies. And in that regard, you cannot see any coercive acts, Your Excellency. So in that regard, we see that the prosecution has failed to show lack of consent. And in this regard, Your Excellency, according to Article 49 of the 4th Geneva Convention, there was a compelling military reason, and also the security of population was very important that led to the evacuation of the civilians to the state of Madeira, Your Excellencies. Yes. And I posed this question to your co-counsel, but she didn't respond particularly. Please. This man was very, very concerned, as you allege. Fine, the bombing destroyed 90% of UNLOP's military objectives, but then, again, it also destroyed 50% of the civilian buildings in urban areas. Yes, Your Excellency. So, I'm confused. How is this concern? Is this how you show concern? Much obliged, Your Excellency. I like the question. The question is actually... Your time is quickly running out, so answer that question. Yes, I'm completing it. Expeditiously, and then address us on issue 4. Much obliged. Yeah. In the issue of the 50% civilian, as I said, they were launching a substantial aerial counteroffensive, and this is a very key in terms of what might happen. And in as much as they wanted to target the UNLOP's military objectives, they were so close to the civilian objectives, and this might what of course the 50%. But you can clearly see that below the paragraph it says that due to the prior relocation of the civilians, civilian casualties were minimal. And in that regard, we can see that indeed it took care of the civilians. On to the fourth issue, Your Excellency, on the issue of it is a submission as the defense that Mengesha is not criminally liable for the treatment of civilians in the camps of Madeira. Your Excellency, Mengesha ensured that everything that was required in terms of them be treated after evacuation was followed in this regard. Your Excellencies, I will refer to us to Article 27 of the 4th Geneva Convention, which provides for humanity in terms of treating protected persons in that regard. Your Excellencies, looking at the fact sheet, we can clearly see that paragraph 16
That's first of all, paragraph 14. We can see paragraph 16. Sorry, Your Excellencies. We can see that the passengers receive water and food during the trip. This is one of the requirements of Article 27 and also Article 85 of the Fourth Geneva Convention. We can also see that upon entry into the state of civilians, who are immediately entowned in 7 comes across the Madeiran territory, then we see one thing that's very important: the civilians were offered. Don't rap. Speak. Sorry, Your Excellency, for that. Difficulties following you. Much obliged, Your Excellency, due to the shortage of time, but I will try and take the court slowly into the facts. We can clearly see that upon entry into this state, we can see that the civilians were offered adequate conditions of, 1, accommodation, hygiene in the camps, and they were provided with premises for religious services, food, clothing, medical care, internet, recreational activities, and postal services. Your Excellencies, in the history of armed conflict, we have never seen people being provided with internet. Mengesha went to the extent of providing them with internet, something that is even a challenge in many developing countries, Your Excellencies. So he made sure that the treatment of these civilians was up to the humane regard in that regard, Your Excellencies. So the prosecution tried to show us crimes against humanity in terms of imprisonment and other severe deprivation of physical liberty. But they failed to prove to us, Your Excellencies, according to the elements of crimes in this regard, they failed to prove to us, yes. Just think that if you provide internet and other facilities, you can't by the same time violate certain human rights, or you can't commit certain crimes. Not at all, Your Excellency. That's what you are suggesting. I'm not suggesting that. I'm just suggesting that he met what is required in terms of humane, in terms of shelter, clothing, in terms of health care services and religious services, Your Excellency, and in addition, internet. But still, Your Excellency, I'm not suggesting that that cannot be, and that's why I'm moving now to the next part of submission that will lead me to answer your question, Your Excellency, in regard to what the prosecution suggested in terms of crimes against humanity, of imprisonment and other severe deprivation. Your Excellency, the prosecution failed to show us the widespread or the systematic nature of attack over civilian population. It is clear in the elements of any crimes against humanity, you must prove the widespread, the systematic or attack of a civilian population. The prosecution, Your Excellencies, failed to show us in any way in that regard where the civilian population was attacked, Your Excellency. So it is in this regard, Your Excellencies, that we want to submit to this honorable court that Mengesha is not criminally liable for the treatment of civilians in the camps of Madel. He ensured that their treatment, and in that regard, everything that pertaining to the evacuation and the treatment in the camps was followed. Standards to apply for an attack to be widespread and systematic. Much obliged, Your Excellency. Your Excellency, in the regard of a systematic or widespread attack in that regard, first of all, widespread, we need to see that it was up to a certain number. There's a number that is provided, and we can see a large population of people being attacked. The systematic, it needs to be organized, Your Excellency. This has been provided in the International Criminal Tribunal of Yugoslavia, where we can see in the cases, most of them, we need to prove that there was an organized way that this attack was done. Your Excellency, in this regard, we do not see the prosecution show us in any way where it was systematic, neither widespread, Your Excellency. I believe I've answered the question. I will now proceed, Your Excellency. The time is up, but since we extended the prosecution the grace of 1 minute, we will give you 1 minute to wrap up and give us your prayers if you have any. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, in that regard, we wish that this court might not find Mengesha criminally liable for any crime in that regard, and more so the crime against humanity for the deprivation or severe deprivation of liberty in the treatment of civilians in the camps of Madel. Your Excellencies, it is our prayers as the defense that this court might not find Mengesha criminally liable for the evacuation of civilians from the state, from the northern province to the state of Madel, and also in that regard, Mengesha is not criminally liable for the treatment of civilians in the camps of Madel. Your Excellencies, with that, I cede the floor to the bench. Thank you very much, Counsel, for your submissions. The prosecution, do you have any rebuttal? It is discretionary, of course. Very well. May we remind you that it should be restricted to issues raised by the defense. Do not raise any new issues in your rebuttals. You have 5 minutes for that. How would you use it? Both or one?
My co-counsel would like to take 2 minutes, while I shall take the remaining 3 minutes. Very well, as you wish. Much obliged, Your Excellencies. Once again, may it please this honorable court, I'm here to rebut the defense's arguments with regards to the applicability of the overall control test. Your Excellency, well, they've noted or submitted before this honorable court on the issue of the organization of the armed forces. As earlier stated, the issue of the organization of the armed forces is not in contention in the prosecution. They have also alluded to the fact that we have failed to prove that the second element of the overall control test has been met. We beg to differ, Your Excellency. We submitted before this honorable court that the tactical information provided under paragraph 5 of the record, Your Excellencies, amounts to the meeting of the second element of the overall control test, which is the organizing, supervising, or planning or supervision of the armed forces. Tactical information, Your Excellencies, is crucial in military operations, and this provision of tactical information, Your Excellencies, provided the armed forces with significant military advantage over the armed forces, Your Excellencies. They also failed to address our argument with regards to the common advantage that the common objective that the armed forces had with the Omorian government, Your Excellencies. As noted in the aforementioned case, Prosecutor versus Nalitelich, under paragraph 200, this element of common goal was assessed in the court insofar as the meeting of the second element of the overall control test have been met. They have failed to address this with regards to the level of control that the Omorian government had over the armed forces, Your Excellencies. And as such, it is our submission once again that the overall control test established in Prosecutor versus Tadic has been met in this case, and the applicable law in this instance, Your Excellencies, should be that of an international armed conflict, Your Excellencies. I would now like to cede the floor to my co-counsel. Proceed, 3 minutes. Thank you, Your Excellency. I shall make my points of rebuttal in 2 main points. Firstly, I shall address learned counsel's submissions for the defense that they relied on military necessity, Your Excellencies. And as I had earlier submitted, Article 54, Sub-Article 3B of the Additional Protocol number 1 of the Geneva Conventions is very particular. We have not contested that Mengesha has the right to defend himself. We are saying that his limitation of these essential items pursuant to the provision shall not leave the civilians with inadequate supplies at any time. Furthermore, Council said that Mengesha facilitated and allowed humanitarian aid of any quantity. This is not true, Your Excellencies, and I would like to guide this honorable bench to the last line of paragraph 9 of the fact pattern, which shows us that despite the provision of the ICRC supplies, they were still inadequate in the region. And pursuant to Article 59 of the Geneva Convention, facilitation of humanitarian aid is supposed to be done so that these services are no longer inadequate. But this is not the case as we see here. Moving on to issue D, Your Excellencies, it is our submission that this is a systematic attack by furtherance of a state policy. Firstly, the treaty between MADA and Mr. Mengesha that enabled for the forced evacuation of the civilians, whereby they were even interned in camps, forced to work in factories providing ammunition towards the Heradian forces, which is clearly prohibited by Article 95 of the Geneva Conventions, number 4, which states that civilians, even when being compelled to work, shall not be compelled to work in activities that are related to the military operations of the occupying party, Your Excellencies. And furthermore, in regards to issue C, it is our submission that Mr. Mengesha did create coercive circumstances, and I would like to guide this honorable court to
the case of prosecutor versus Noneljak at paragraph 474 versus 475, where the court acknowledged that while instances may seem to be voluntary, it may not be so due to coercive circumstances. And it is very clear in this matter that Mr. Mengesha's limitation of the essential items and of objects indispensable to the civilian survival forced them to evacuate from the northern province. Thank you, Your Excellencies. Thank you very much, Counsel. The prosecution. The defense, do you have any rebuttals? You similarly have 5 minutes, and if I may remind you, do not raise any new issues. How will you use the 5 minutes? Much obliged, Your Excellency. In this regard, my co-counsel will use 2 minutes, I will use 3 minutes. Very well. Counsel, your mic is off. Somebody assist, please. Your Excellencies, the prosecution has submitted that the provision of tactical information was substantial enough to qualify the involvement of the state of Omor in the planning. However, we wish to submit before this court that provision of tactical information is not enough in planning. As with regard to planning, it also entails the giving of instructions on the specific operations to be carried out. And in this case, as we see in paragraph 5 of the fact sheet, it was Dahomey who clearly stipulated and gave instructions as to the operations that would be carried out. They have indeed showed to some extent that there was help in planning with regard to tactical information, but they have failed to show that there was also supervision with regard to the military operations. And in this case, it was Dahomey who led the planning as well as the supervision. As with regard to alleged level of control of the state of Omor with regard to the Al-Nop, in this case, Your Excellencies, the state of Omor only gave support with regard to manual tactical information. It had no level of control over the operations of the Al-Nop, Your Excellencies. As with regard to the restrictions, the counsel of the prosecution has misinterpreted what I submitted. She has stated that I have submitted that the Al-Nop supplied substantial or enough supplies to the states, to the northern province. However, that was not my submission, Your Excellencies. Indeed, with regard to the quantities, the state of Umar did not, the state of Herad did not stipulate the amount of quantities that would be given in terms of humanitarian relief. And in this case, Your Excellency, we submit that there was enough for the civilians not to suffer starvation. And as we see in paragraph 9 and 10 of the fact sheet, there's no reported cases of... Alors, chacune des parties aura 20 minutes au total, dont 5 réservées aux répliques. Sur ce, nous appelons la partie défense. Merci, Madame la greffière. Je donne la parole à l'accusation. Et si vous pouvez commencer par donner le nom de votre équipe. Ensuite, vous présenter et aussi expliquer comment vous organisez votre plaidoirie. Nous sommes l'équipe Zengo, le nom du premier plaideur, moi-même, Abdallah Olenga Gabriel, et je suis accompagné par Maître Djunga Akilimali Ibrahim. Nous allons nous répartir les temps équitablement, voire 10 minutes chacun. Maître, si vous êtes prêt, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole que vous daignez de nous accorder, Monsieur le Président. Ma bouche, disait Aimé Césaire, sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir. Monsieur le Président, honorable membre de la composition,
C'est évidemment un immense honneur de comparaître devant votre tribunal, devant votre juridiction, afin de porter ma voix à la défense d'une noble et juste cause, à savoir la lutte contre l'impunité. Le bureau du procureur se tient ici pour défendre ceux qui n'ont pas la voix, pour que justice soit rendue contre ceux qui pensent pouvoir agir en toute impunité, à commencer par M. Ousmane Mengesha. Or, dans le langage de quiconque, propre au droit pénal, propre au bureau du procureur, quiconque a commis un crime, il doit en être condamné. Et puisque Ousmane Mengesha a commis des crimes, il est temps d'en tirer toutes les conséquences judiciaires. Mais pour éviter tout malentendu, les sous-entendus, les prétendus ou encore les procès d'intention, permettez-moi de commencer par la qualification du conflit armé afin de pouvoir toucher les grandes questions qui nous opposent au sein de cette affaire. Quid de l'existence d'un conflit armé à caractère international dans les cas d'espèce? En référence à l'arrêt Tadic devant le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, nous sommes au paragraphe 70, un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés au sein d'un État. De cette définition complétée par l'article 2 commun aux 4 conventions de Genève, un conflit à caractère international peut exister en cas d'occupation. Ainsi, en vertu de l'article 42 du règlement de l'AE de 1907, un territoire sera considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé sous l'autorité des faits d'un pouvoir ennemi. Ainsi, selon l'avis consultatif de la CIJ de 2022, portant sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, un État exerce un contrôle effectif dès lors que celui-ci est en mesure d'imposer son autorité sur les territoires d'un autre. Par ailleurs, la jurisprudence ITPY, dans l'affaire Naletilich, nous donne des critères substantiels sur lesquels il convient d'apprécier le contrôle effectif. Et cette jurisprudence nous dit qu'il s'agit de l'autorité locale à pouvoir exercer son pouvoir sur son territoire. Dans les cas d'espèce, la situation dans les auteurs de Nagoré implique une occupation prolongée ayant commencé en 1970 et continue jusqu'au 1er janvier 2023. Par ailleurs, au regard de l'article 2 commun aux 4 conventions de Genève, un territoire sera toujours considéré comme occupé, même lorsqu'il fait face à une résistance locale. Vous retiendrez donc, à l'espèce, l'intervention de l'ALPN ne peut donc mettre fin en aucun cas à l'occupation dans la province du Nord. De ces faits, Herat sera considéré comme une puissance occupante, car ses forces armées étaient présentes sur le territoire irmorien et étaient prêtes à intervenir dans les plus brefs délais. Rien qu'à voir la rapidité avec laquelle Herat a envoyé ses militaires lors des attaques de l'ALPN du 17 janvier 2018 pour vous en convaincre. Ainsi, Herat a exercé une autorité sur le territoire irmorien en contrôlant les frontières et en interdisant les passages à l'aide humanitaire. Urmont n'avait plus donc de pouvoir sur son propre territoire. Or, en conformité avec la jurisprudence de la CPI dans l'affaire Lubanga, une occupation peut être partielle tout comme elle peut être totale. Votre cour retiendra donc l'existence d'un conflit armé à caractère international par occupation au sens des dispositions invoquées. Maître, excusez-moi pour intervenir, cette occupation est-elle partielle ou totale? Cette occupation, elle a été pendant un moment totale et pendant un moment elle a été partielle. Elle était totale, notamment en commençant depuis 1970 jusqu'au 1er janvier 2015. C'était une occupation totale. À partir de janvier 2015, Herald exerçait un contrôle sur les frontières. Et le contrôle sur les frontières peut être considéré comme une occupation partielle du territoire irmorien. Merci bien, vous pouvez procéder. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avions commencé par déterminer l'existence d'un conflit à caractère international. Quid des crimes qui sont reprochés à Ousmane Mengesha? Parmi les multiples violations qu'il a orchestrées, nous avons le blocus dans la province du Nord, lequel constitue un crime de guerre par famine, au sens de l'article 28D, B, 29 du protocole de Malabo. Car, oui, priver les civils des biens indispensables à leur survie n'est pas simplement immoral, c'est aussi illégal. La résolution 2417 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2018 rappelle que l'utilisation de la famine contre les civils comme méthode de guerre est strictement prohibée. Maître, excusez-moi encore une fois d'intervenir. Cette résolution du Conseil de sécurité, quelle valeur juridique a-t-elle? Alors, la résolution du Conseil de sécurité, dans les cas d'espèce,
ne vient que compléter ou alors déterminer ce qui a été déjà écrit dans les textes que nous avions cités, notamment les protocoles de Malabo, mais également les conventions de Genève que nous allons citer ici-là. Et donc nous avions donné cette résolution, nous avions évoqué cette résolution juste pour asseoir les arguments qui sont déjà posés dans les textes qui sont applicables devant votre juridiction, à savoir les protocoles de Malabo de 2014. Je vous en prie. Merci beaucoup. En effet, pour qu'un tel crime soit établi, il faut prouver que l'auteur a intentionnellement privé des civils des ressources vitales dans le contexte d'un conflit armé international et qu'il avait des connaissances des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence de la CPI, particulièrement dans l'affaire Torganda, nous sommes au paragraphe 731 et 732, pour qu'un comportement puisse être qualifié de crime de guerre, un lieu doit être établi avec les conflits armés et ce dernier doit être même prouvé. En effet, pour déterminer l'existence de ces liens, votre cour cherchera à savoir si l'acte peut être considéré comme servant l'objectif d'une campagne militaire. Ensuite, démontrer que les civils jouissaient du statut de personnes protégées en vertu de l'article 51 du protocole additionnel 1. Enfin, démontrer également l'intention et la connaissance au sens de l'article 30 du statut de Rome et de l'article 8 des éléments de crime susmentionnés devant la Cour pénale internationale. Dans les cas d'espèce, les faits sont aussi clairs comme l'eau de la roche. Mengesha a ordonné le blocus en privant les civils d'électricité, de nourriture, de carburant, de gaz de cuisine, d'eau potable et de médicaments. Hérald est allé même plus loin, s'il vous plaît, en privant, en interdisant que l'agriculture soit appliquée dans la province du Nord. Mais quelle cruauté! L'article 55 de la 4e Convention de Genève, complété par l'article 59 de la même Convention, impose à la puissance occupante de faciliter les actions de secours en faveur de la population civile en cas de pénurie. Pourtant, le 2 avril 2019, les forces de Hérald ont empêché le passage des convois humanitaires du CICR malgré l'urgence de la situation. Empêcher les civils affamés de recevoir de l'aide, c'est comme refuser un verre d'eau à une personne assoiffée dans le désert. Sauf que là, nous parlons des milliers de vies humaines. Pour que votre cour puisse conclure à l'existence d'un conflit armé par famine, il faut démontrer également que l'accusé a sciemment et volontairement utilisé la privation des biens indispensables à la survie comme méthode de guerre. Or, dans notre affaire, il ne s'agit pas simplement d'un oubli logistique ou d'un dysfonctionnement administratif. Non, mesdames et messieurs, c'est bien plus grave. C'est un acte délibéré. Et disons-le, c'est un acte cynique, voire même impitoyable. C'est qui ni plus ni moins une violation grave aux lois et coutumes de la guerre, et cela au sens de l'article 28D-B 29 du protocole de Malabo, qui en constitue, ou alors qui en prévoit les crimes de guerre, mais également au sens de l'article 54.1 du protocole de Malabo. Ainsi, avec votre permission, Monsieur le Président, je me laisserai compléter par mon confrère. Nous avons dit. Donc, vous pouvez disposer. Merci. Maître, vous pouvez vous présenter à la Cour? Ici, le bureau du procureur, Maître Djunga Kilimali Ibrahim. Merci bien. Dès que vous êtes prêt, vous pouvez commencer. Merci. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, permettez que je me tienne également devant vous pour constituer ou pour démontrer à suffisance les éléments qui peuvent être constitutifs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Dans une parfaite et harmonieuse continuité, le bureau du procureur va enchaîner en démontrant qu'il existe des actes constitutifs des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre qui ont été commis dans les auteurs des Nagoré. Et leur caractérisation vous sera démontrée afin de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable, ce qui est le niveau requis au-devant de votre prestigieuse chambre de première instance pour apprécier en effet la culpabilité de l'accusé. Sans pour autant tarder et tomber dans des digressions inutiles, parlant de l'acte de déplacement des civils de la province nord vers Marder, serait à la fois constitutif d'un crime contre l'humanité et crime de guerre au nom de la théorie des 1000 de qualification en référence
de l'affaire Dario Kordic du TPY au paragraphe 1044. Primo, en tant que crime contre l'humanité par déportation ou transfert forcé, il faudra rappeler que le déplacement est prévu à l'article 28C A D du protocole de Malabo. Et il sera de même constitutif des crimes contre l'humanité par déportation lorsque les 5 points prévus à l'article 7.1D des éléments des crimes du statut de Rome sont constitués. Maître, Ainsi, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous définiez donc crime contre l'humanité? En effet, les crimes contre l'humanité est prévu dans les statuts de Rome, mais également à l'article 28A du protocole de Malabo. Il a été considéré comme l'ensemble des attaques menées contre une population civile d'une façon systématique et généralisée. Ainsi, en poursuivant, je disais, il est entendu qu'il faut nécessairement, dans le cas d'un crime contre l'humanité, être dans un contexte de conflit armé. Merci de nous éclairer. En effet, au regard de l'évolution du droit international pénal, les conflits, je dirais, les crimes contre l'humanité peuvent être perpétrés en temps de paix comme en temps de guerre, contrairement aux crimes de guerre qui peuvent être uniquement perpétrés en temps des hostilités. Au regard de l'article, je dirais, 28A du protocole de Malabo, mais également au regard du statut de Rome. En poursuivant, il est entendu au regard de la note du bas de page 12 des éléments des crimes du statut de Rome que les termes forcés ne se limitent pas à la force physique. Cela comprend également un acte commis en usant de l'abus du pouvoir. L'attaque devant être soit systématique ou généralisée, et au regard de la jurisprudence Germain Katanga et Mathieu Goudjolo au paragraphe 394, l'adjectif généralisé dénote les caractères ou montre le fait que les actes ont été menés à une grande échelle et ayant causé de nombreuses victimes. Toujours dans la même affaire, l'adjectif systématique dénote les caractères organisés ou les modus operandi des actes de violence. Dans l'affaire Kaishema, au paragraphe 123, il a été indiqué que ces conditions sont alternatives et non cumulatives. De même, au regard des conventions de Genève et de l'affaire Germain Katanga, l'expression population civile renvoie aux personnes civiles par opposition aux membres des forces armées. Dans l'affaire Popovic, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie rappelle que le transfert forcé serait prohibé. In casus specie, Ousmane Mengesha, par abus du pouvoir, a occasionné le transfert de 500 000 civils de la province du Nord où ils se trouvaient légalement. Aussi. Est-ce que je peux encore une fois intervenir pour vous demander le caractère systématique? Est-ce que vous pouvez expliquer sur base des faits qu'effectivement, donc il y a cet aspect systématique? En effet, comme j'ai évoqué la jurisprudence Germain Katanga et Mathieu Goudjolo au paragraphe 394, l'adjectif systématique dénote les caractères organisés ou brièvement le modus operandi. Ainsi, en voyant toutes les communications qui ont été faites par Ousmane Mengesha, on peut en déduire les caractères organisés. Mais également, compte tenu de la politique que Hérald a aisée pour déplacer la population, cela peut également constituer un élément supplémentaire pour apprécier les modus operandi ou les caractères systématiques dans les cas d'espèces. Ok, merci. Je disais, in casus specie, Ousmane Mengesha a, par abus du pouvoir, allais-je dire, a occasionné le transfert de 500 000 civils de la province du Nord où ils se trouvaient légalement. Aussi, il est évident que les forces de Hérald avaient connaissance des circonstances des faits établissant la légalité de la présence des Urmoriens et que cela faisait partie d'une attaque à la fois généralisée et systématique dirigée contre la population civile d'Urmor septentrionale comme nous l'avions démontré. Monsieur le procureur, vous avez utilisé de manière indifférenciée les termes déportation et transfert forcé. Est-ce qu'ici nous avons une déportation, un transfert forcé ou les deux? En effet, il existe une différence entre déportation et transfert forcé. Il a été dit que
la déportation consiste à déplacer les populations au-delà des frontières internationales ou nationales. Par contre, les transferts forcés peuvent être, je dirais, constituent un déplacement au sein de frontières nationales. Et ici, nous avons un transfert forcé, une déportation, les deux? En effet, il s'agit ici de la déportation, d'autant plus qu'Hérald a transféré les 500 000 civils d'Irmor à Marder, qui sont des États totalement différents. Secundo, en tant que crime de guerre par déportation ou transfert illégal, le déplacement sera constitutif des crimes de guerre tels que prévu à l'article 28D, B, 9 du protocole de Malabo et l'article 49 de la 4e Convention de Genève, qui s'ensuit de l'article 85 du protocole additionnel 1, lorsque également les 5 points prévus à l'article 8D, A, 7 des éléments des crimes du statut de Rome sont réunis. Ainsi, dans l'affaire Stakic, à son paragraphe 271, les TPY affirme que la déportation englobe le déplacement forcé de populations tant au-delà des frontières nationales. In casus specie, les forces iradiennes ont déporté 500 000 civils de la province du Nord d'Irmor qui jouissaient du statut de personnes protégées. Tout de même, ces forces avaient connaissance des faits établissant les dits statuts. Ensuite, il ne fait l'homme d'aucun doute que cette déportation a eu lieu dans le cadre d'un conflit armé international par le fait d'occupation. Et les forces iradiennes avaient connaissance des circonstances des faits établissant l'existence d'un conflit armé international. Parlant de l'acte de traitement des civils de la province du Nord dans les camps de Marder, peut être également constitutif des crimes contre l'humanité par réduction en esclavage et en tant que crime de guerre par le fait de contraindre à participer aux opérations militaires. Ainsi, en tant que crime contre l'humanité par réduction en esclavage, prévu à l'article 28C. Excusez-moi, est-ce qu'il s'agit d'esclavage ou de travail forcé? En effet, au regard de la Convention supplémentaire des Nations Unies sur l'esclavage, il a été déduit que les travaux forcés peuvent constituer une autre forme d'esclavagisme à ce jour. Il n'y a pas de différence en droit entre les deux notions? En effet, dans l'affaire Taganda, il a été démontré que l'esclavage peut être également se comprendre où on peut apprécier les cas de servitude ou des travaux forcés comme un esclavage, une réduction en esclavage, bien que même on ne saurait apprécier les titres de propriété. À cet effet, la même jurisprudence à Taganda, il a été démontré que le titre de propriété peut être apprécié au-delà d'un titre commercial en appréciant la position de la victime face à l'accusé ou la vulnérabilité. Aussi faible soit-il, il y a un salaire ici. Ils sont nourris. Est-ce que ça entre en considération? Au regard des circonstances factuelles, il a été démontré que les civils âgés de 17 ans à 65 ans ont été contraints de travailler dans des usines, sans leur gré ou contre leur gré. Maître, vous avez fait référence aux travaux préparatoires. Quelle est la valeur juridique des travaux préparatoires? Merci, Monsieur le Président. J'ai plutôt fait appel à la Convention des Nations Unies sur l'esclavage, en effet. Ok, merci. Vous avez encore 1 minute pour conclure. Voilà. Parlant des traitements des civils en tant que crime de guerre par le fait de contraindre à participer aux opérations militaires. Prévu à l'article 28D, B, 16 du protocole de Malabo, il sera constitutif de crimes de guerre lorsque les points prévus à l'article 8D, B, 15 des éléments des crimes, entre autres lorsque l'auteur a contraint une personne ou plusieurs personnes à prendre part aux opérations militaires dirigées contre leur propre pays ou les forces de leur propre pays et la dite ou le dite personne était des ressortissants d'une partie adverse. In casus specie, les fonctionnaires de Marder ont contraint les Irmoriens à prendre part aux opérations militaires dirigées contre leur pays et dont ils en sont ressortissants, en leur faisant travailler dans des usines d'armes et munitions que Marder devrait revendre à Hérald
et ensuite, Hérald devrait les utiliser contre l'État durement. Ainsi, Maître, parlant des mots de responsabilité. Maître, vous allez bientôt conclure, mais vous avez parlé de la notion d'auteur, donc vous demandez à la Cour de condamner le prévenu comme auteur. En effet, c'est là où je vais me diriger en parlant de mots de responsabilité. Le bureau du procureur a retenu des types de mots de responsabilité. Le premier, c'est la commission indirecte et le second, la responsabilité supérieure hiérarchique. Parlant de la commission indirecte, et le prévu à l'article 28N du protocole de Malabo et dans les affaires Katanga, Ngujolo, au paragraphe 512 à 515, et dans l'affaire Ongwene, au paragraphe 2787, la CPI a retenu 3 conditions pour apprécier ces mots de responsabilité. Il s'agit de l'existence d'un appareil de pouvoir organisé et hiérarchisé. Également, il faudra prouver que l'accusé a exercé un contrôle effectif sur le dit appareil. Mais également, il faudra démontrer que ceux qui ont commis les crimes agissaient par une obéissance quasi automatique. In casus specie, Hérald constituait un appareil organisé et sur lequel Ousmane Mengesha exerçait un contrôle lui permettant d'utiliser les forces de Hérald comme une machine géante. Parlant de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ce mode de responsabilité est annoncé à l'article 46B dans le protocole de Malabo. Vous avez Ainsi, 30 secondes pour conclure, maître. Ainsi, dans les affaires Amachita et Bemba, 5 conditions doivent être réunies pour apprécier ces modes de responsabilité. On doit également faire face d'un chef militaire ou une personne faisant fonction d'un chef militaire. Deuxièmement, les crimes doivent relever de la compétence de la Cour. Troisièmement, l'accusé doit avoir exercé un contrôle effectif. Quatrièmement, savait ou aurait dû savoir. Et enfin, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Et au regard des circonstances factuelles, vous comprendrez que les éléments susmentionnés sont bel et bien réalisés. Ainsi, pour chuter, permettez, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, de vous citer un adage anglais qui dit « The justice must be seen to be done ». Ainsi, par ces motifs, le bureau du procureur prie à la Cour de considérer qu'à la présente affaire relève sa compétence et elle est recevable au regard des articles 46B, 46D, 46E et 46E bis, mais également l'article 28A du protocole de Malabo. Mais également de déclarer Ousmane Mengesha coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre en vertu des articles 28D, 29, 28CAD, 28DB9, 28CAC du protocole de Malabo en qualité d'auteur indirect et du supérieur hiérarchique sur base des articles 28NI et 46B du protocole. Le bureau du procureur a plaidé. Je vous remercie. Je remercie l'accusation et je voudrais donner la parole. Je vous remercie. Je remercie l'accusation et je voudrais donner la parole à la partie défenderesse. Vous pouvez... Et je vous prie de nous donner d'abord le nom de l'équipe et ensuite nous éclairer comment vous allez organiser votre plaidoirie et que le plaideur s'introduise, se présente. Monsieur le Président, le nom de l'équipe est Zoraquin. Merci. Pouvez vous présenter et aussi expliquer la manière dont vous allez organiser votre plaidoirie? Je me présente Michael Bofumbi Mukosa. J'aurai la lourde tâche de qualifier les conflits armés en question et parler de l'interruption des approvisionnements. Et vous avez besoin de combien de minutes? Étant donné que nous avons 10 minutes, que dis-je, nous avons 20 minutes, nous allons repartir cela équitablement.
Merci. Je vous donne la parole dès que vous êtes prêt. Vous pouvez procéder. Monsieur le Président, honorable juge, membres de la Cour, bureau du procureur, nous, la défense, soutenons l'innocence et la non-implication de Sieur Ousmane Mengesha, le crime lui reproché par le bureau du procureur près votre cour. De crimes prétendument perpétrés à partir d'avril 2018. Étant donné que la Cour ne souhaiterait pas écouter les questions préliminaires de droit telles que l'irrécevabilité de l'action et les exceptions en ce qui concerne la compétence de votre cour, nous allons directement nous appesantir sur la première question, celle en rapport avec la qualification de conflit armé. Monsieur le Président, honorable juge, membre de la Cour, le conflit armé sous examen relève du droit de conflit armé ne présentant pas un caractère international. Il est vrai que, sans prêter trop attention, on serait tenté de croire que de 1960 à 2018, il y avait conflit armé international. Permettez donc que l'on vous fasse comprendre comment nous sommes passés d'un conflit armé international à une occupation, puis avec la création du mouvement de résistance dit ALPN, les hostilités enregistrées entre l'ALPN et ERAD rentrent dans la guerre des libérations nationales, pour lesquelles le droit des conflits armés internationaux est d'application. Mais à partir du 16 août 2015, les dernières troupes du ERAD ont quitté la province du Nord. Et donc, nous considérons qu'il n'y a plus occupation. Et même dans la mesure où l'occupation continuerait, eh bien, cette occupation n'est pas, que dis-je, l'autorité éradienne n'est pas en mesure d'exercer son autorité sur les trois principales villes. Car, permettez, avant que je n'interprète l'article 42 du règlement de l'AE de 1907, permettez que je fasse appel à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Auparavant, je voudrais juste faire référence à 2 paragraphes de l'exposé des faits. Paragraphe 8, on vous dit qu'ERAD contrôlait le reste, en mars 2018, ERAD contrôlait le reste du territoire, y compris les frontières de la province. Au paragraphe 9, on vous dit que ERAD a également sévèrement limité l'agriculture dans les zones sous son contrôle. Est-ce que là, on ne peut pas parler d'occupation? Honorable juge, pour répondre à votre question, permettez que je fasse la lecture de l'article 42 du règlement de l'AE de 1907, qui dispose « Un territoire est considéré occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie. L'autorité ne s'étend que sur les territoires où cette autorité est établie et est en mesure d'être exercée. » Avec le paragraphe que vous avez fait mention tout à l'heure, on précise que ERAD exerçait le contrôle aux frontières de la province. Et la limitation de l'agriculture ayant fait l'objet s'est déroulée dans les villages locaux. Or, les crimes reprochés par le bureau du procureur ont été prétendument perpétrés dans les 3 principales villes de la province où cette occupation n'était pas en mesure, où ERAD n'était pas en mesure d'exercer son occupation. Car, à la lumière de l'article 42, l'occupation s'exerce, un territoire est déclaré occupé que là où l'autorité est en mesure d'être exercée et où cette autorité est établie. Vous conviendrez avec moi que l'occupation a été établie aux frontières de province et éventuellement dans les villages locaux et non dans les 3 principales villes. Donc, si je comprends bien, vous considérez qu'il y a, dans la situation des hauteurs de Nagoré,
une partie du droit des conflits armés internationaux qui s'applique aux territoires contrôlés par ERAD et le droit des conflits armés non internationaux qui s'appliquerait ailleurs. Pour répondre à votre question, honorable juge, chronologiquement, oui. Parce que si nous... Vous pouvez continuer. La qualification du conflit armé présent étant claire, place au premier chef d'accusation portant sur l'interruption de l'approvisionnement en électricité, en gaz de cuisine et en nourriture, en médicaments et ainsi de suite. Monsieur le Président, honorable juge, membre de la Cour, l'article 28 DE, paragraphe 16 de votre statut, vise à garantir que les activités militaires légitimes ne soient incriminées. D'où l'on reconnaît une exception à cette interdiction. Lorsque l'interruption vise un objectif militaire, un objectif légitime. Attendu qu'en mars 2018, pour affaiblir le contrôle de l'ALPN sur les 3 villes, il était essentiel d'ordonner le siège, qui, au sens du droit international humanitaire, peut être décrit comme une tactique destinée à empêcher le mouvement de l'adversaire, à les couper de leur ligne d'approvisionnement. Le fait pour Sieur Mengesha d'ordonner l'interruption des approvisionnements était mu par la simple idée de forcer l'ennemi à se rendre. Cet ordre ne visait aucunement la population civile comme le prétend le procureur. Monsieur le Président, honorable juge, sans pour autant monopoliser la parole, avec votre permission, permettez que je laisse la parole à ma consoeur pour renchérir. Maître, je voudrais encore retourner à la question de la guerre de libération. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par cette guerre de libération nationale? Merci, Monsieur le Président, pour la question. La guerre des libérations, et pour que des hostilités rentrent dans le cadre de guerre des libérations nationales, 2 conditions doivent être observées. Premièrement, il doit s'agir d'une lutte contre l'occupation étrangère, comme le cas de figure, et également une lutte contre un gouvernement oppresseur, et éventuellement, et la deuxième condition, cette lutte doit s'inscrire dans le droit de peuple à l'autodétermination. Telle est l'économie de notre réponse. Et quelle est la disposition légale que vous invoquez ici? La disposition légale en ce qui concerne l'application du droit international, l'application de droit des conflits armés internationaux aux guerres de libération, eh bien, naturellement, c'est l'article 2, paragraphe 2, commun aux conventions de Genève de 1949. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais, maître, vous venez de dire que l'interruption des fournitures était justifiée par... il y avait des besoins militaires justifiant cette mesure. Est-ce que, à supposer que tel soit le cas, est-ce que vous considérez qu'elle est restée dans les limites d'autres principes du DIH, compte tenu de ses effets, notamment le principe de proportion? Monsieur le Président, honorable juge, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord vous remercier pour cette question formidable. La règle 14 de la coutume internationale définit comme suit le principe de proportionnalité dans l'attaque. Il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre qu'elles causent incidemment de pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou une combinaison de ces personnes et dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Dans les cas de figure,
à la lumière de la règle 14. Avons-nous eu de pertes en vies humaines? Non. De cas de blessures aux personnes civiles ont-elles été enregistrés? Non. De biens de caractère civil ont-elles été endommagés? Non. Monsieur le Président, honorable juge, nous considérons que cet ordre s'est inscrit en règle 14 en ce qui concerne la proportionnalité dans l'attaque. Nous avons dit. Je vous remercie. Et maître, je vous donne la parole et je vous prie de vous présenter avant de commencer. Merci pour la parole nous accordée. Je me nomme Maître Bouetou Binti, avocate de la défense. Merci beaucoup. Et vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Merci, Monsieur le Président, auguste Assemblée, pour la parole nous accordée. Sans plus tarder, je vais épingler les questions du déplacement de la population civile vers Marder, qui, au regard des accusations du procureur, constitue un crime de guerre. À la lumière de l'article 17, protocole additionnel 2 Convention de Genève, en son paragraphe 2e, celui-ci préconise le déplacement de civils dans l'occurrence où la sécurité des personnes civiles et des raisons militaires impératives l'exigent. Or, la situation sécuritaire de la province nord du Mort a longtemps été critique, en raison du gang, dans la chronologie qu'a susmentionné mon confrère ici présent, qui sévissent, j'allais dire, en toute impunité dans la fosse noire et maintenant en raison des hostilités entre l'ALPN et le gouvernement de Erad. En vue de situations sécuritaires difficiles, il est impérieux pour nous, Bureau de la Défense, de souligner que le déplacement de la population civile dans la province nord vers Marder a été mu par de raisons sécuritaires inquiétantes, du fait des gangs et du fait des hostilités. Et donc, pour protéger la population civile, notre client Sir Ismaël Mengesha s'est comporté en bon père de famille en déplaçant la population civile vers Marder. Sans trop m'étaler sur la question, permettez... Est-ce que les droits de l'homme sont d'application dans cette affaire? Quelle est votre position sur le lex specialis? Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous disons qu'effectivement, les droits de l'homme sont applicables dans cette affaire. Et de manière claire, ils ont été respectés. Ok, vous pouvez continuer. Merci. J'étais en train de dire, en l'espèce, le bien-être de la sous-région est menacé. Le bien-être de la sous-région est menacé par le groupe armé CEO dénommé ALPN, d'où la nécessité d'exiger un service de la population de la province du Nord d'Erad. Ce que je viens de dire entre dans le contexte pour contextualiser nos allégations aux faits qui se sont déroulés en territoire de Marder. Vous êtes sans ignorer que le pays Marder est sous-développé. Cela est susmentionné en début du cas pratique. De ce fait, la population avait besoin de survivre. Et dans le cas sous examen, elle pouvait travailler. Et cela est reconnu par le droit international humanitaire. Le fait pour la population de travailler, parce que le pays n'a pas des ressources économiques plutôt stables, ne constitue pas un traitement ou de travail forcé. Pour continuer mes allégations, de surcroît, le civil ne peut être astreint au travail forcé que si celui-ci est normalement nécessaire pour assurer l'alimentation, les logements, l'habillement, le transport, la santé d'êtres humains, le travail et s'il n'est pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires. Comme je venais de le dire tantôt, la population a travaillé afin d'assurer sa survie au sein du territoire de Marder parce que celui-ci n'avait pas de ressources budgétaires nécessaires. Maître, vous niez qu'il y a eu une obligation de travailler dans cette affaire? Nous alléguons plutôt que cela ne peut pas vraiment être mentionné comme une obligation de travailler, mais
comment je peux utiliser le terme correct, et que c'est une façon pour la population de survivre. C'est que cela a été orchestré afin de leur permettre d'avoir des conditions de vie normales et propices à la situation de conflit armé. Le fait que les personnes aient été amenées à travailler dans des usines de production d'armes et de munitions qui ensuite ont été vendues aux forces armées de Herad, n'est-ce pas un élément qui va à l'encontre de ce que vous venez de dire? Effectivement, si nous entrons dans votre allégation, Madame la juge, nous soutenons plutôt que le fait d'avoir pris la population civile en les amenant pour travailler dans comme vous venez de le dire tantôt, la production d'armes et munitions, nous, la défense, soutenons que cela n'est pas un crime parce que celui-ci pouvait survivre, voulais-je dire, à leur habillement, logement et alimentation. Donc pour soutenir notre position, ça n'entre pas dans le cas de travail forcé. Alors si vous permettez, Monsieur le Président, si ce n'est pas un crime, n'est-ce pas une violation des droits humains? Merci pour la question, Monsieur le juge. Si vous permettez, je peux passer la parole à mon confrère afin qu'il l'enrichisse. Merci. Je vous en prie. Monsieur le Président, honorable juge, pour répondre très rapidement à votre préoccupation et de céder la parole à qui de droit, eh bien, vous êtes sans ignorer que dans certaines situations, les droits de l'homme peuvent être restreints. Et à cet effet, l'article 4, paragraphe 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques fixe un certain nombre de droits auxquels on ne peut aucunement déroger. Étant donné que l'astreinte au travail ne figure pas parmi, la liberté de travail ne figure pas parmi ce droit auquel on ne peut déroger, nous considérons que, et compte tenu de la situation délicate, nous considérons que on pouvait déroger dans pareille situation à la liberté du travail. Est-ce que tel a été le cas dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, oui. Parce que la situation sécuritaire était critique, d'où il fallait restreindre certains droits. C'est en cela que vous remarquerez que parmi le droit auquel on ne peut déroger, notamment le droit à la vie repris à l'article 6, l'interdiction de la torture repris à l'article 7, on n'a nullement fait appel, on n'a nullement porté atteinte à ces droits-là. Et avec votre permission, je repasse la parole. Je vous en prie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Afin d'aller vite, je vais chuter en disant ceci. Au regard des éléments que nous avons susmentionnés, la responsabilité pénale de Sieur Ousmane Mengesha n'est pas engagée. En analysant cela... Vous avez 2 minutes merci pour beaucoup. développer. Je vais aller vite, juste en mentionnant que la responsabilité pénale de Sieur Ousmane Mengesha, notre client, n'est pas engagée. Parce que premièrement, du fait qu'il n'est pas en lien direct avec les subordonnés, étant donné qu'il est un haut responsable public. Et ensuite, il a pris des mesures pour empêcher les infractions en négociant le cessez-le-feu de février 2015. Pour chuter par le dispositif, qu'il plaise donc à la Cour à titre principal de se déclarer incompétente au regard des exceptions que nous n'avions pas le temps de soulever faute de temps, mais vous le trouverez dans notre mémoire. Ensuite, au regard des immunités fonctionnelles, bien entendu, si la Cour estime néanmoins qu'elle est compétente, qu'il lui plaise donc de déclarer l'action du procureur irrecevable au motif que celui-ci fait vice de procédure. Et enfin, si malgré tout la Cour estime que l'action du procureur est recevable, qu'il lui plaise de déclarer notre client innocent des charges portées contre lui au motif que la responsabilité pénale n'incombe pas les hommes politiques. Nous avons dit. Je vous remercie et vous pouvez vous asseoir. Merci.
Je donne la parole à l'accusation pour une réplique de maximum 5 minutes. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, le bureau du procureur est surpris aux propos contradictoires de la défense. Vous comprendrez avec nous que le Conseil de la défense, en prenant la parole, dira que dans les cas d'espèce, il s'agit de la guerre de libération. Pourtant, au regard des droits internationaux humanitaires, 3 hypothèses racontent les cas de conflits armés internationaux. Il s'agit d'un conflit opposant des États, les cas d'occupation et le mouvement de libération qui lutte contre un régime racial, colonial ou encore raciste. Par bon, la défense a donc soutenu le bureau du procureur qu'il s'agit ici d'un conflit armé international, bien que le bureau du procureur a soutenu les cas d'occupation. Mais également, vous comprendrez donc que la défense n'est pas revenue sur la question de déplacement en tant que crime contre l'humanité. Elle devrait par contre vous démontrer qu'aucune attaque généralisée ou systématique a été menée contre une quelconque population civile. Mais également, en prenant aussi la parole, la défense évoque la question des immunités fonctionnelles. Pourtant, au regard du protocole de Malabo, les immunités fonctionnelles concernent que les agents qui sont en fonction, allez-je dire, les chefs d'État et de gouvernement et d'autres agents de l'État en fonction. Vous comprendrez donc que Hérald est ici poursuivi pour des faits qu'il a commis entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2017. Et ici, il est plus ministre de la Défense. Mais également, parlant de la question de la lex specialis qui a été restée en suspense, en effet, on ne saurait ici appliquer le droit de l'homme. La lex specialis étant un principe sacro-saint en droit international humanitaire, voudrait que les droits internationaux humanitaires s'appliquent. Bien évidemment, il y a eu une évolution au regard de la jurisprudence. Je cite la Cour suprême de justice qui a considéré qu'on appliquerait concomitamment le droit international humanitaire et le droit de l'homme. D'Israël. Mais également, il faudra citer l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le MIR. Je vous remercie. Je me laisserai être complété par mon confrère. Je vous en prie pour encore une petite minute. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole que vous daignez d'encore de nous accorder. Je vais commencer par dire que l'accusation constate avec regret que le Bureau de la Défense n'a pas rencontré la plupart de ses moyens, qu'il s'agisse du crime de guerre par famine, qu'il s'agisse des mots de responsabilité, mais également de l'occupation. Or, nous savons en droit, il est des principes qui ne dit mot consent. Nous invitons donc votre cour à en tirer toutes les conséquences possibles. L'accusation tient aussi à indiquer au bureau du procureur que les faits de la présente affaire ne commencent pas en avril 2018. Les faits commencent au 1er janvier 2015 et c'est la suite au renvoi de la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Invoquer que l'occupation n'existait plus en août 2016, c'est comme reconnaître tacitement qu'il y a une occupation avant cela. Et or, dans les cas d'espèce, nous commençons en janvier 2015. Cela voudrait dire que nous sommes bel et bien dans les cas de l'occupation, contrairement à ce qu'ils sont en train d'avancer. L'accusation allègue d'une façon parcellaire qu'il s'agit ici du principe de nécessité militaire, se basant sur les 2 critères, notamment la sécurité des civils, mais également l'impérieuse raison militaire. Or, si dans l'improbable cas, votre cour retiendrait le cas de l'occupation, vous allez comprendre qu'en vertu de l'article 49 de la 4e Convention de Genève, nous sommes en alinéa 2, une occupation ne peut avoir lieu en dehors du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. Et l'accusation constate que le bureau de la défense n'a pas su définir l'impossibilité matérielle, nous dire en quoi est-ce qu'il était important d'évacuer les civils en dehors du territoire occupé. Nous invitons encore votre cour à en tirer toutes les conséquences possibles. Par ailleurs, l'accusation
voudrais aussi éclairer votre cours en disant que lorsque vous serez en train de rendre votre jugement, pensez à l'avenir de votre cours. Justement pourquoi la Cour africaine de justice et des droits de l'homme fait déjà objet de plusieurs critiques, notamment en ce qui concerne les immunités. Et là, nous sommes à l'article 46C. Ne pas condamner des grands criminels. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus loin de votre micro? Merci beaucoup. Je disais ceci, l'accusation était en train d'interpeller votre cour dans le sens où la Cour africaine de justice et des droits de l'homme fait déjà objet de plusieurs critiques. Beaucoup d'États, beaucoup de personnes considèrent que cette Cour favorise l'impunité. Ne pas condamner des grands criminels comme Ousmane Mengesha équivaudrait à donner plus d'arguments à ceux-là qui estiment que votre Cour ici favorise l'impunité. Et donc vous avez une occasion en or, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, de démontrer à la face du monde qu'il ne s'agit pas ici d'une Cour qui favorise l'impunité, mais qui peut aussi condamner les grands criminels comme Ousmane Mengesha. Nous avons dit. Je vous remercie. Je donne la parole à la défense. Pour une réplique de 5 minutes. Vous pouvez prendre la parole en Monsieur le Président, honorable juge, membre de la Cour, pour rencontrer le réplique du bureau du procureur, premièrement, nous allons essayer une fois de plus de faire comprendre comment est-ce que les conflits armés sous examen a évolué. Dans notre intervention, nous avons tenu à préciser que nous sommes partis d'un conflit armé international qui, après, s'est transformé en occupation. Et avec la création du mouvement de résistance ALPN, à partir de 2001 jusqu'à 2015, ces hostilités-là rentrent dans le cadre de guerre des libérations nationales. À partir du moment où Erad n'occupait plus la province du Nord, puisque ces dernières troupes ont quitté le territoire le 16 août 2015, eh bien, il n'y a plus occupation dans les 3 principales villes, si ce n'est qu'aux provinces, si ce n'est qu'aux frontières de cette province. Car l'article 42 du règlement de l'Haye de 1907 précise que l'occupation n'est un territoire occupé et un territoire peut être déclaré occupé que là où l'autorité de la puissance occupante est en mesure d'être exercée. Dans les cas de figure, ce n'est qu'aux frontières et non dans les 3 principales villes qui sont d'ailleurs séparées de frontières par 2 villages locaux. D'où l'application du droit de conflits armés non internationaux. S'agissant des immunités fonctionnelles, nous sommes au regret d'informer au bureau du procureur que les immunités fonctionnelles survivent même après la cessation de la fonction officielle de l'individu organe. Et pour rencontrer la 3e préoccupation s'agissant de la responsabilité pénale. Monsieur le Président, honorable juge, l'article 46B du protocole amendé de votre Cour n'exonère pas la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique si 3 conditions sont réunies. Premièrement, il doit s'agir d'un supérieur en lien direct. Deuxièmement, ce dernier doit être informé ou doit avoir connaissance des actes préparatoires ou de l'infraction commise. Et troisièmement, si celui-ci n'a pas pris des mesures pour réprimer cela. Or, en analysant ces 3 conditions, on en vient à la conclusion selon laquelle Sr Mengesha n'est pas pénalement responsable. Premièrement, parce qu'il n'est pas en lien direct avec le subordonné. Deuxièmement, il a pris des mesures pour éviter, pour empêcher à ce que les infractions ne soient commises, notamment en négociant personnellement les cessez-le-feu de février 2015. Et enfin, Monsieur le Président, pour rencontrer la 4e préoccupation du bureau du procureur, en ce qui concerne le déplacement des civils en dehors du territoire d'Urmor. Eh bien, vous avez sans doute remarqué que
le seul passage reliant la province du Sud à celle du Nord est connaît de situations d'instabilité sociale que l'on pourrait qualifier de tensions internes ou de troubles intérieurs. D'où il était impossible de passer par là parce que les gangs sévissent cette zone en toute impunité. À tel point que cette zone est connue dans le monde entier sous le nom de la fosse noire. D'où il était nécessaire, en vue de leur sécurité toujours, de les amener ailleurs. Et puisque nous avons toujours la parole, lors de notre première intervention, nous avons omis de rencontrer l'accusation sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Eh bien, Monsieur le Président, honorable juge, nous tenons à préciser que le contrôle exercé par Monsieur Mengesha sur l'approvisionnement de l'aide humanitaire du 2 avril 2019 a été exercé dans le droit de contrôle lui reconnu par l'article 18 du pacte international, du protocole additionnel 2. Ce qui vous plaise, Monsieur le Président, que je laisse la parole à ma consoeur pour renchérir davantage. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Pour 1 minute. Merci beaucoup. Nous allons aller vite. Nous avons rencontré quelques éléments des failles présentés par le bureau du procureur et qui plaisent à votre cour de pouvoir entendre ce que nous avons à dire par rapport à leur première intervention. Ils ont soulevé que la population civile a été transportée. Ils ont utilisé un terme de transfert forcé ou déportation. Alors, à cela, nous disons ceci. Il ne s'agit pas du transfert forcé ou de la déportation dans le cas de figure. Mais il est question ici de l'évacuation de la population civile. Celle-ci est une exception à la déportation ainsi qu'au travail forcé, parce qu'elle est orchestrée pour des mesures de sécurité. Et enfin, pour aller vite, le procureur a allégué qu'on a déporté 5000 civils. Sieur Mengesha n'a jamais déporté 5000 civils. Ça ne s'est jamais fait. Et donc, qu'il vous plaise de nous permettre de disposer. Disposer. Merci, monsieur. Voilà. Je voudrais remercier les deux parties pour les arguments qui ont été développés de manière claire et succincte et aussi pour avoir respecté le temps. La séance est levée. La Cour va se retirer pour la délibération. Je vous remercie.
remise de certificats de participation. Et pour cela, nous allons commencer par le participant anglophone. Alors, Robert. Yeah, thank you. As we wait for the deliberations to know the winners of the finals, we are going to start with the certificates as we wait for the results. And we are starting with the Anglophone participants. I would like to ask our President and CEO to come forward to award the certificates. I will be Miriam Laoko, Paul Katondwaki, Michel Karungi, Innocent Mubangizi. Sarah Ipimilo, Athmani Musengi, Tausi Mapeo, Seremani Mastiri, Shani Mwaruka, Miriam Atugonza, Laye Fofana, Berar Igiramahoro, Andrew Mwizerwa, Olivier Bavandimwe, Prob Iradukunda, Sharon Mutton, okay, thank you. Nous allons procéder maintenant à l'appel des équipes des pays anglophones, francophones plutôt. Ah, bon, c'est l'intégration. Ouais. S'il vous plaît, docteur Ezekiel.
Bernice Zawimana et Viater Biahubaye. Christian Chouma et Amandine Ineza. Thierry Kurunzinza et Chanel Mujiji. Chelsea Arley Shimirimana et Steve Alelufani Akimana. Kenny Neila Ishimwe et Edith Bindende. Noela Kambu Jouakali et Jacques Kambale Kavota. Foibe Nathalie Kimbesa et Eric Njaba Zawadi. Ibrahim Djunga Akilimali et Gabriel Abdallah Olenga. Rose Kabena Bundu et André Kahodi Omole. Micheline Safi Matata et Jonathan Batandi. Priska Ibale Neema et Moussa Abibou Ramazan. Michael Mufumbi Mukosa et Divine Bwetu Binti Bwetu. Esther Mpala Omalokenge et Baudouin Akilimali Wetesh. Clémence Bananoa Bosembana. Raphaël Bolima Bono.
l'équipe. Hein. There are also some certificates that we would like to give to some people. Can I again request? Oh, okay. Maître Paulet. Can we have Frank Shukur Majoni? Thierry Mashagiro Kwizera. Noblesse Karibu Omwanze. Sylvie Karume Feza. Emilienne Bisimwa Mapendo. Godfrey Airanga. Keith Businje. Businje Keith. Noblesse Karibu Omwanze. For this moment, allow me to welcome our president, who also welcome the presiding judges to give us what we are all waiting for. You're welcome, sir. Bon après-midi. Donc, on va faire un peu plus rapidement. Donc, je vais inviter les juges de la Cour anglophone, pour commencer, pour nous donner le verdict de la Cour. Après, s'en suivra directement les juges de la Cour francophone, qui va faire la même chose. Et après, nous allons procéder à la remise des prix. Merci. Breathe in and out. Come down, right? Well, this was a tough decision, but let me be a judge for one. The last minute, okay. So having considered the evidence and submissions of the prosecution and the defense, this trial chamber of the African Court of Justice and Human and People's Rights considers that the prosecution has proved its case beyond reasonable doubt and therefore finds the defendant, Usman Mengesha, guilty on all counts. Congratulations. I hope you had fun. Après avoir entendu les plaidoiries des parties, après avoir délibéré conformément au règlement, la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, chambre pénale, siégeant à Kigali, en ce jour du 14 novembre 2024, par la majorité, condamne M. Ousmane Mengesha. Merci beaucoup. Alors,
Je vois qu'il est clair que M. Mengesha a commis des crimes abominables. Étant donné que les deux cours à l'unanimité les condamnent, donc il n'y a plus possibilité d'appel. Alors, je vais rapidement appeler Dr Owiso de venir devant comme président de la Cour anglophone pour pouvoir donner les prix à la meilleure équipe. Ici, j'appelle l'équipe de l'Université de Strathmore University. Please come to receive your prize from the presiding judge of the Anglophone court. Congratulations. So you are the coach. Congratulations. Congratulations. And all that is for you. It is all for you. Congratulations. All right, thank you. Par la même occasion, je vais appeler professeur Stéphane comme juge président de pouvoir donner les prix de meilleur à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà. Félicitations, prenez à deux. Voilà. On doit préciser que les livres, c'est pour l'université. C'est pour la bibliothèque de l'université. Je vais maintenant inviter professeur Catherine Maya pour pouvoir donner le prix à la deuxième équipe anglophone. Et ici, je vais appeler l'équipe de Africa Nazarini University. Je vais maintenant appeler professeur Bernard Nairaja pour donner les prix à la deuxième meilleure équipe francophone. Et ici, j'appelle l'Université protestante de Lubumbashi. Félicitations. Alors, je voudrais appeler M. Ézéchiel à me rejoindre ici. Parce que cette année-ci, on a fait un prix spécial, ce n'est pas toujours le cas, pour la troisième équipe. Et la raison est simple, quand vous voyez les résultats, surtout du circuit anglophone, il y a eu une différence de 2 centièmes entre le deuxième et le troisième. Et on a trouvé alors juste de pouvoir aussi récompenser les équipes troisième. Alors là, je vais appeler pour l'équipe, le circuit francophone, je vais appeler l'université de Goma, Zimba.
And now I'd like to invite Mo University as a third university in the Anglophone. Juste pour les gens qui sont là, Kimani est un ancien participant à ce programme qu'il avait aussi gagné haut les mains. Alors, je voudrais inviter le professeur Ager à me rejoindre ici, parce qu'il est temps maintenant qu'on puisse décerner le prix des meilleure plaideuse. Et là, elle va décerner le prix à la meilleure plaideuse anglophone. And the best female oralist is Emma Mukami. Ouais, vous pouvez partir. Et je vais inviter Sarah pour décerner le prix de meilleure plaideuse francophone. Et du côté francophone, celle qui a émergé comme meilleure oraliste, c'est Madame Edith Bindende. Now, we are moving to the overall oralist. And we'll start with, I would like to invite Irene, Dr. Irene. Dr. Irene will give the award to the best overall oralist, Anglophone, and this happens to be Lady Simran Raja. I think you have understood that actually the top two Anglophone track are female. So then we said Simran will get the overall, and the second best will receive the best female. So that's how it was decided. Now, I would like to invite Madame Aurélie pour décerner les prix du overall oralist. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Le meilleur plaideur de tous les circuits francophones. Et là, qu'est-ce que mes petits papiers me disent? C'est Monsieur Michael Mufumbi Mukosa. Félicitations.
partir. Madame Aurélie Téné a décerné personnellement ces trophées et elle avait quelques mots. Je voulais vraiment vous féliciter. Comme je vous le disais, je pense que vous avez une très belle carrière devant vous et je voulais vous dire que voilà, tout le jury avait vraiment beaucoup apprécié votre prestation. Alors là, je voudrais inviter professeur Makunya à me rejoindre ici pour décerner les prix de meilleure mémoire à l'équipe anglophone. Meilleure mémoire. Bon, ça, c'est pas un secret, on le sait depuis hier. Meilleure mémoire, c'est l'Université libre des pays des Grands Lacs. Ah, anglophone. Anglophone, c'est University of Dar es Salaam. C'était quoi le meilleur? Ah, mon équipe de 10 ans, donc c'est à eux que je devais donner un plaisir. Best Memorials. And now I would like to invite Professor Maeshe. Pour pouvoir donner les prix de meilleure mémoire to the best memorial francophone track, that is Université libre des pays des Grands Lacs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ça sont les prix que nous avions prévus, mais il y a aussi une sorte de reconnaissance. iPeace et tout le programme en général, nous sommes très sensibles au genre et nous voudrions reconnaître les universités qui ont aligné au moins 2 femmes et une mention spéciale aux universités qui ont eu des coachs femmes. Et il n'y a pas de prix pour ça, mais je voudrais bien inviter ces coachs femmes à me rejoindre ici et prendre une photo avec les jurys des finales. Alors là, je vais d'abord reconnaître University of Embu, that had 2 women and 1 coach, who is also a female. We have Strathmore University, having also a female coach and a student, who's also a female. We have Kenyatta University, and we have Nazarene University. Can you please, coaches, can you come for a photo to recognize the work that you did? It's not always that we have that big number of female coaches. Je vais inviter les experts femmes. I would like to invite female experts to come and have this picture with female coaches. Et moi, je me retire. Ça, c'est côté anglophone. Les experts, vous restez là. L'expert femme. You can remain there. And coaches, you may regain your places, your seat. Et côté francophone aussi, nous avons l'université officielle de Semliki, qui avait une coach. Nous avons l'université de Kindu, qui avait aussi une coach. Et l'université catholique de Bukavu. Ces coachs, femmes, s'il vous plaît.
ce n'est pas que nous ne voulons pas d'hommes, mais nous voulons simplement mettre un peu plus de lumière sur les femmes. Alors, je vais mentionner rapidement. Il y a aussi des universités qui ont aligné des étudiants de sexe 100% féminin. Alors, here I would like to mention Cavendish University, Uganda. and University of Dar es Salaam. Avec elle, je voulais aussi appeler l'Université du lac Tanganyika, qui a aussi deux étudiantes, et l'Université libre de Bujumbura, campus de Kinindo, aussi deux étudiantes. Je vais demander à l'équipe pédagogique prochainement de préparer des prix pour des équipes comme ça. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je voudrais passer le microphone à Albert. Il y a d'autres prix spéciaux que l'équipe d'organisation a prévus et nous voudrions bien qu'il puisse s'en charger avec ses autres collègues. Merci. Merci beaucoup, Dr Elvis, pour les différents prix. Maintenant, le prix qui vient d'être décerné sont le prix de l'équipe pédagogique. Maintenant, ce sont le prix de l'équipe d'organisation. Alors, avec mon collègue, nous avons prévu différents prix qui tiennent compte de beaucoup de critères, notamment la ponctualité, l'intégration, parce que c'est un de nos objectifs. Et nous allons annoncer là directement les personnes qui ont eu ce privilège d'avoir ce prix. Alors, le premier prix, c'est le prix d'intégration. L'intégration, comme nous l'avons observé, il y a des étudiants qui sont venus, qui en quelques jours seulement, en 5 jours, ils sont francophones, ils ont appris un peu d'anglais, un peu de Kinyarwanda, un peu de Swahili. Ça prouve que ce sont des gens qui sont ouverts à l'intégration. Alors, du côté de francophone, nous avons l'étudiante Kenny Neila, et qui peut être suivi directement de l'étudiant Mouyanja Nicolas, du côté des anglophones. Ça, c'est le prix intégration. Alors, après l'intégration, nous avons la ponctualité. En fait, nous avons 2 noms, un étudiant et un coach. Selon l'équipe d'organisation, quand les bus arrivaient, ils étaient toujours le premier à rentrer dans le bus et il y en a même qui arrivaient 30 minutes avant. Alors, du côté des étudiants, nous avons Karungi Michel. Et du côté de coach, nous avons Joséphine Cairo. Alors, lors de notre soirée culturelle, nous avons promis que la personne la plus active sur Twitter sera primée. Et ici, je vais annoncer le nom de la personne qui a été plus active, qui a utilisé le hashtag, qui a partagé tout le contenu depuis le début de cette activité.
Cette personne s'appelle... Alors, comme on savait que c'était lui aussi s'est distingué du point de vue de l'intégration. C'est pour cette raison que parmi les prix que nous... entre les deux livres que nous avons prévu de lui donner, we put French book, General Introduction to Law. Yes, in French. It's for us a way to introduce you directly, automatically to the law in French. So, voilà la preuve. Alors, il a appris beaucoup de langues. Il parle le lingala, la langue du Congo. Il parle le kinyarwanda, il parle le kirundi. Tout ça, il a appris en quelques jours seulement ici. Alors, après, nous avons des cadeaux qui sont ici. Je vais appeler Aurélie Tardieu, notre experte, qui a prévu des cadeaux pour les participants, les étudiants anglophones, francophones. Alors, ces cadeaux sont des romans. Écrits soit par des écrivains originaires de la région, soit sur des sujets qui portent sur la thématique de la formation, soit sur la région des Grands Lacs. Alors, ce roman, nous allons le donner aux gens des deux pays. Nous nous sommes organisés pour trouver des chefs de file pour chaque pays. Et on va appeler les deux pour recevoir ce prix au nom du pays. Et peut-être Aurélie voudra bien nous expliquer pourquoi elle a prévu ce genre de cadeau. Merci beaucoup. Alors, j'ai un principe qui est « il n'y a pas que le droit dans la vie ». Je trouve aussi important justement qu'il y ait un partage culturel, notamment avec la soirée qui clôt le colloque. Je suis allée à ma librairie, au départ je cherchais le livre Retour à Lemberg, vous en avez un chacun, Retour à Lemberg, qui revient sur l'incrimination génocide et crimes contre l'humanité et comment ces incriminations sont nées. Et je me suis dit, allons dans le rayon Afrique en littérature. Et donc, j'ai pris des ouvrages d'auteurs congolais, d'auteurs... il y a quand même un prix Nobel de littérature, Abdelrazak Gourna, entre autres, rwandais également. Et je me suis dit, voilà, c'était aussi une manière de faire vivre ce partage culturel des Grands Lacs. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Alors, nous allons inviter, pour le compte de la RDC, celui qui va prendre le cadeau de la RDC de main d'Aurélie, c'est Jacques Kambale Kavota. Et entre-temps, Edith Bindende pour le compte du Burundi s'approche. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je vais maintenant appeler le docteur Elvis, le président des iPeace, pour le dernier mot avant de quitter la salle. Donc, docteur Elvis. Merci beaucoup pour les différents prix. Je pense que c'est très important, surtout qu'on puisse toujours avoir en tête que dans la vie, il n'y a pas que le droit. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent en dehors de la sphère juridique. Et je pense que c'était bien pensé pour Aurélie de nous les rappeler ici d'une façon beaucoup plus claire. Alors là, je voudrais juste faire rapidement, j'ai quelques mots pour pouvoir clôturer cette journée. Et c'est en général des mots de remerciement. Je voudrais principalement remercier les partenaires avec lesquels nous mettons en œuvre ce projet. Je pense que tout au long, vous avez vu ces 3 logos. Donc nous sommes iPeace, mais ce projet est mis en œuvre ce programme est mis en œuvre dans un cadre d'un grand projet qui s'appelle Uhaki Bila Mipaka,
En Swahili, ça veut dire justice sans frontières ou Justice Without Borders. Alors, nous mettons en œuvre ce projet avec Alerte Internationale et pour les Institutes. Et ce projet est financé par le Royaume des Pays-Bas. Et ici, c'est pour nous l'occasion de les remercier sincèrement pour l'appui que nous recevons. Et pour cette année, nous avons aussi reçu le soutien de la VIB, représenté par le professeur Stéphane dans la salle, pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, celui qui a présidé la session francophone. Nous avons reçu des fonds pour pouvoir faciliter le voyage des équipes kenyanes et tanzaniennes de la part de la VIB. Nous en sommes très reconnaissants. Et on ne peut pas laisser passer inaperçu ou prendre pour acquis la participation de nos experts. C'est l'épine dorsale de ce programme. Chaque année, nous faisons recours à eux et nous sommes contents que d'habitude, il n'y a pas parmi eux qui ne veulent pas venir. Il y en a ceux ou celles pour qui c'est devenu comme un rendez-vous annuel. Et pour moi, c'est l'occasion de dire ici que nous le prenons très au sérieux et ne prenons rien pour acquis. Donc à tous nos experts, je dis sincèrement merci. Et aux universités aussi, parce que chaque année, c'est un nouveau défi et je pense que vous l'avez remarqué. Le nombre des universités qui demandent à participer à ce programme va au-delà de ce que nous pouvons accommoder et nous ne pouvons recevoir que 30 au maximum. Cette année-ci, je pense, nous sommes allés au-delà de 80 demandes à travers la région. Et c'est comme ça que l'équipe pédagogique avait décidé de pouvoir mettre en place maintenant des tours de mémoire préliminaires. Comme ça, on va maintenant évaluer sur base des mérites quelles sont les universités qui montrent vraiment un intérêt et un type de sérieux pour participer à ce programme. Et nous vous encourageons l'année prochaine de pouvoir prendre ça au sérieux parce qu'il y a, je pense, une équipe qui n'avait pas pu soumettre à temps. Ils avaient dit qu'ils avaient des examens, mais quand vous avez 80 et que vous devez décider, à la moindre erreur, vous êtes éliminé. Alors, nous vous remercions sincèrement et à l'occasion, ici, je vais remercier les coachs. Nous disons merci à chacun d'entre nous. Mais permettez-moi de donner une mention spéciale à l'équipe d'iPeace qui n'a ménagé aucun effort. Donc, la semaine que vous passez partie visible de ce programme et derrière tout ce que vous voyez à partir de la conception, tout ça, il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour faire en sorte que votre séjour ici soit plaisant. So, the organizing team, can you join me here so that you can be recognized? Vous avez fait un travail excellent, c'est un très bon travail. On ne peut pas vous en remercier assez. Et seulement ce que je vais dire, ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore là demain. Pour nous, c'est fini seulement lorsque le dernier invité quitte le pays. C'est à ce moment-là qu'on peut respirer. Et comme vous voulez voir, nous avons aussi des équipes qui sont venues de la RDC pour nous faciliter surtout dans la communication avec les équipes francophones. Alors, merci beaucoup et votre travail est très reconnu. Je vous en prie. Alors, je vais remettre le microphone à Robert pour les communiqués, les derniers communiqués avant qu'on puisse savoir comment disposer. Merci. Thank you so much. After here, we are going to go for lunch, and then we have the afternoon to rest and prepare for the gala dinner, which we are having late evening today. And the dress code is tenue de ville. For those who don't understand French, please try to get a colleague to explain to you what tenue de ville means. So, for Godfrey, look for translation. But before we go for lunch, we are going to have a group picture outside. Our team is here to guide you. Please, let's all go straight for a group picture.
Yes, they're going to guide us where we're going to take the group picture. Then after we can board our buses and we go for lunch. And for the people who have been awarded, we want to brand your trophies with your names and university, so please return them here, then they can be branded and we give them back to you in the afternoon. So please, let's go for the group pictures. The team will guide us. Right, everyone, at the same time, let's move out. Our